Et bonsoir tout le monde. Oh, il y a déjà du monde. Bonsoir messieurs. Il est quoi? Enshorman. Ça veut dire quoi Enshorman, monsieur Christophe Paco? Déjà, bonsoir à tous et je suis ravi de vous retrouver. En charmant, Hankoman, c'est celui qui, généralement, tu sais, peut distribuer la parole, peut tenir 4 heures de temps, c'est-à-dire toi, mais en moins bien, bien sûr, hein, Ah oui, à non mais 50%. forcément. Voilà. Alors tu noteras que nous, on s'est mis en mode loop. Tu vois, c'est pour pas C'est quoi mentir. le... Ah, tu peux m'inverser, tu sais qu'à chaque fois tu me dis que je suis pas bien. Ah, lève la main droite, tu le jures que t'as pas dit de bêtises. Ah bah c'est bon, c'est la bonne main. Tout Mais va bien. non, Ah si, pour tu une vois. fois que je suis bon en technique. On dirait Bonjour, Domitis. bonsoir. Oui, c'est bon. Attention, on va bientôt les recevoir. Bonsoir Jérôme Armand. Et bonsoir, Mais messieurs. ça, c'est pas bête hein, de prendre les devants, Mais Ben oui, oui. de les recevoir. dites-moi quand est-ce que vous recevez Domitis et je sortirai de l'EHPAD ou je serai à Et l'EHPAD. Domitis Rocheteau. tu sais pourquoi on les recevra, les gens de Domitis? Parce qu'ils font tu sais, une compétition de e-games avec Ah oui, des jeunes et des anciens des maisons Domitis. Et c'est fort génial. intéressant de voir comment ça joue. Et ben, tout de suite, pour ne rien rater, je vous dis que nous avons un invité qui toque à la porte. Alors, vous Ah, connaissez le principe, un libre antenne, c'est tous les jeudis soirs d'abord, 20h30, 22h. On choisit des thématiques qui sont dans l'actualité, mais c'est pas obligatoire. Là, on va profiter effectivement, c'est la semaine de l'arbitrage. Je crois que Christophe, tu as plein d'infos sur la semaine d'arbitrage. Toi, tu as eu des coups de cœur, tu as eu plein de choses comme ça. Tu as plein bah non, d'infos, mais c'est super, parce qu'il faut un les homme aider, d'infos. C'est ça, il faut surtout les les aider. amateurs. Et nous, on en a trouvé un. Alors, pas d'amateur, c'est un arbitre, mais il bosse avec des amateurs. Alors, Ah, attention, il ne faut pas que ce soit mal pris. Hein, c'est un homme attention, en noir ou pas? bah, je sais pas, écoute, Ah, on va lui d'accord. demander. Je te présente Florian qui appelle. Bonsoir, Florian. Bonsoir. Mais il est quoi Et- marqué en dessous alors? Il est arbitre de rugby. Ah, il n'est pas encore man, d'accord. Non, lui, il n'est pas en shoreman. Il est pas encore man. Bonsoir Florian, merci parce que si je vais pas tout rater, vous venez juste de rentrer d'une séance de. Vous formez des gamins? C'est quoi Exactement. Dans un club à côté d'où je vis, à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées, ils ont un centre d'entraînement labellisé. Ça veut dire il y a des cadets, des juniors, des espoirs, qui sont un peu plus entraînés que les autres parce qu'ils sont, on pense qu'ils ont un potentiel un peu plus important que les autres. Du coup, ils ont des séances d'entraînement en plus que les autres et donc une séance d'arbitrage par mois en plus où on parle là, la première fois, c'était je me suis présenté, et j'ai présenté un peu mon cursus. Et là aujourd'hui, on reprenait toutes les nouvelles règles qui sont apparues euh, à l'intersaison de la saison d'avant et à cette intersaison-là. Voilà. Donc là, on parle de rugby amateur, c'est pas les mêmes règles forcément que le rugby pro? Pour eux, non. Pour eux, selon le. Alors, c'est très compliqué là. Pour les cadets, ils ont quasiment les mêmes, mais pour les juniors, non. Eh oui. Parce qu'ils jouent à des niveaux différents. On va dire Hmm. que les juniors jouent en régional, les cadets jouent en national. Donc, du coup, ceux qui jouent en national ont les mêmes règles, mais pas ceux qui jouent en régional. C'est plus souple ou c'est plus strict? On va dire c'est plus strict au niveau de la sécurité. Comment Ouais. ça? Bah, les casques. C'est-à-dire que très simple, par exemple, les plaquages. Quand vous regardez les matchs à la télé, ils ont la zone le plaquage peut se faire jusqu'à la ligne des épaules. Parce que c'est pour tout ce qui est ce qu'on appelle la catégorie A, comme le top 14 par exemple, ou la Pro D2, la nationale et jusqu'à la fédérale 1. En catégorie C, pour les niveaux inférieurs, de la fédérale 2 et en dessous, on peut plaquer que jusqu'au nombril. Ouais. Ah. En Ah, gros, mais heureusement, c'est tu as vu les accidents aussi. en gros, c'est Autrement, tu du, n'envoies jamais tes gamins en rugby, hein, c'est ça, Florian? Exactement. en gros, c'est Exact. du rugby danse. Ah, du rugby danse. Les ballets de Monte-Carlo, quoi, c'est Non, génial. Non, 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 non. non, 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 parce que je plaisante, mais je comprends. Par exemple, le rugby est un sport de contact, évidemment, où il peut y avoir un danger si on laisse trop le plaquage, si on laisse trop jouer dans un regroupement à un moment donné, tu vois. On voit, moi, j'ai pas assisté à des matchs de jeunes récemment, mais on voit en pro, en top 14, en pro D2, qu'on peut laisser jouer, entre guillemets, ça s'empile, ça va dans tous les sens. Effectivement, par rapport à des adolescents qui sont un petit peu plus fragiles, certainement, je comprends mieux ce que Florian est en train de nous expliquer, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas tout à fait les mêmes règles. Mais du coup, c'est facile à expliquer aux gamins qu'ils n'ont pas les mêmes règles que les grands qui voient la télé? Et c'est ça, c'est ce que j'aime bien dans l'intervention que je le fais, c'est que on fait toujours la comparaison en fait. Je leur dis pas, vous avez le droit à ça, et à la télé, vous regardez la télé, c'est pas la même chose. Donc à chaque fois, on parle des deux parce que je suis pas là pour leur parler que de leurs règles. Et en plus, j'essaie d'expliquer pourquoi eux, ils ont le droit à ça, et pourquoi à la télé, ils ont le droit à ça. En Je vais gros, on va poser dire une... que c'est pour faire simple,
ils ont une musculature plus importante à la télé qu'eux, quoi. Voilà. Ils sont Ouais, plus préparés à suivre les chocs, on va dire. tout petit peu. Un tout petit peu, exactement. Jérôme? Ouais, on voit aussi, mais Florian, il va certainement nous expliquer ça. De plus en plus de clubs pro font venir des arbitres, d'ailleurs dans le foot aussi. D'abord parce que comme ça, c'est mieux quand on a l'habitude de parler avec un arbitre, on parle moins sur le terrain, mais au moins on explique pourquoi, ou l'arbitre va expliquer, attention, sur ces actions-là, on est plus tenté de siffler que non. Et puis après, voilà, le deuxième truc, on fait parfois venir des arbitres anglais parce qu'on a l'impression que les Anglais, ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Bah, ils ont inventé le rugby. Oui, non, mais ils n'ont pas les mêmes règles que nous, hein, parce qu'on se fait toujours pénaliser par les Anglais. Ouais, mais ça me rappelle mon papa, il disait ça à chaque fois. Mais c'est comme les numéros 10, on avait Wilkinson et compagnie. Heureusement qu'on a Ramos aujourd'hui, mes enfants. Ouais. Non, c'est vrai, à chaque fois on était pénalisé. Et c'est vrai que tu as raison. Pendant des années, on en a voulu aux Anglais, quoi. Mais c'est pour ça que les crunchs sont intéressants. Mais du coup, c'est une bonne chose parce que nous, téléspectateurs, on connaît la moitié des règles, on est toujours en train de gueuler. Évidemment, j'étais l'autre jour voir Provence Rugby contre Dax. Moi qui suis, tout en habitant Aix-en-Provence, étant supporter de Dax, j'ai trouvé, alors il n'y avait pas photo, ça finit à 45-15, un truc comme ça, mais j'ai trouvé que l'arbitre, que je voyais très loin là-bas sur des actions, il désavantageait, mais d'Aqua. Bref, on ne connaît pas toutes les règles. Mais pour les joueurs, c'est obligatoire qu'ils connaissent les règles. Par contre, il y a des interprétations parfois. Juste, je pense que Jérôme, il a tout dit quand il parle d'interprétation, pardon, parce qu'il y a beaucoup surtout dans le rugby, il y a beaucoup l'appréciation de l'arbitre entre beaucoup en compte en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est important, je sais pas qui c'est qui disait, c'est Fabrice ou Jérôme qui disait que les clubs faisaient appel aux arbitres pour venir à l'entraînement et intervenir comme ça, parce que ces histoires d'interprétation, d'appréciation, c'est nous, quand on arbitre, on essaye d'arbitrer aussi en sensation et de comprendre ce que font les joueurs, mais les joueurs doivent comprendre comment nous, on voit les choses aussi. Ouais, ce que tu dis, Florian, c'est très intéressant, mais tu sais que l'exemple vient toujours par le haut, et il faut se souvenir que dans chaque Coupe du Monde ou chaque grand rendez-vous, les arbitres vivent avec l'équipe de France. Hein. Tu viens expliquer à chaque fois aux entraînements, quoi. Tu vois, Marcoussis, tu as toujours quelqu'un qui vient, attention, nouvelles règles, ce qu'il faut faire et pas faire, on est d'accord? Mais tout simplement, là, aujourd'hui, la Coupe du Monde, là, on vient de passer la Coupe du Monde 2023, la Coupe du Monde 2019, l'arbitre de la Coupe du Monde de la finale, c'était 3 Français, et Jérôme Garcès était l'arbitre de champ, et aujourd'hui, Jérôme Garcès, il fait partie du staff de l'équipe de France. Pas bête. Est-ce que, alors justement, parce qu'on est dans une histoire d'interprétation, on le voit en foot parfois, mais vraiment petite fois. On le voit, je ne sais pas si on le voit au rugby, parce qu'on dit souvent, les spectateurs, on entend souvent dans les stades ou dans la télé, l'arbitre, ça doit qu'il n'a jamais joué au rugby ou qu'il n'a jamais joué au foot. Il ne comprend rien, quoi. Il y a l'esprit, il y a les règles et il y a l'esprit. Est-ce qu'au rugby, déjà, il y a la règle et l'esprit évidemment, mais est-ce qu'il y a des anciens joueurs qui deviennent arbitres? Oui. De pro en haut. Oui, en plus, là, oui, il y en a déjà. Il y a un arbitre vidéo aujourd'hui qui s'appelle Philippe Bonnour et qui me semble jouer arrière à Béziers, même à l'époque du Grand Béziers. Je ne sais pas s'il a gagné le bouclier de Brennus, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais Ça pas fait loin. longtemps qu'ils n'ont pas gagné à Béziers. Mais voilà, bon. Mais Philippe Bonnour, c'est sûr que lui, il a joué. Il y a d'autres exemples de là à dire qu'ils ont été pros. Et ils ont été joueurs pro et à l'international, c'est sûr. Mais là, j'ai pas d'exemple à donner, mais il y a des joueurs, il y a des anciens joueurs pro qui ont fait arbitre. Est-ce que les arbitres sont respectés? Alors, je reviens à votre cas au sport amateur. Quand vous allez voir les gamins, ils respectent l'arbitre ou il y a déjà une défiance? Non, moi je trouve qu'il y a. Alors, si je n'aime pas prendre la comparaison avec le foot, mais je trouve qu'on est hyper respecté par rapport à un arbitre de foot. Quand tu vois, que ce soit à la télé ou même tu vas voir un match de foot amateur, quand l'arbitre siffle, il arrive plusieurs fois dans le match où tous les joueurs s'attroupent autour de lui. Ça, au rugby, que tu arbitres des cadets ou que tu arbitres en top 14, ça n'arrive jamais. Ouais. Si tu la ramènes, c'est à 10 mètres. Voilà. Ça, c'est comme dans le foot, ça devrait exister tout le temps. Exactement, mais sauf que le truc, c'est que 10 mètres, vu qu'on fait les passes en arrière et qu'on essaie d'avancer au rugby, 10 mètres, c'est beaucoup. Alors qu'au foot, si on gagne 10 mètres, ça va pas toujours. Alors, attends, Florian, je me souviens c'est même pas une expérience, on l'applique de moins en moins. En Angleterre, à un moment, j'en avais parlé avec Claude Makelele, qui jouait à Chelsea à l'époque, quand tu faisais comme au rugby. C'est-à-dire que le mec, il râlait,
tu prenais 10 mètres. Au bout d'un moment, c'est pénalty, tu vois, je veux dire. Faut Ben que oui, t'arrêtes. alors là, oui, C'est pas couillon, hein. si ça finit par penalty, j'avoue qu'ils vont Mais, commencer à se calmer. mais tu vois, Paco, là, en début de. Bon, on pourrait en parler avec des arbitres de foot tout à l'heure, mais en début de saison, on a dit, au niveau de l'UEFA, de la FFF, je sais plus, de la Ligue, il n'y a que le capitaine qui a le droit de parler. S'il y en a un qui vient me faire chier, qui vient parler, c'est avertissement, Bah, machin. dans le foot, ça existe. Mais aujourd'hui. ça n'est pas du tout respecté depuis le début de l'année. Ah, ça va un peu, quand même, un peu mieux. Bon. Non. Peut-être dans les petites équipes du sud-est de la France. Ah, En d'accord, tout mais cas- j'ai pas votre accent, moi. Dans Mais le en sud-est, tout cas, on respecte, Tu dis les monsieur. petites équipes, tu parles de Monaco, À non? Monaco, oui, on respecte. Monaco, Et même les évidemment. arbitres, ils nous offrent des pénaltys en fin de match. D'ailleurs, il y a Un polémique pied levé, hier, donc. on en reviendra tout à l'heure avec l'arbitre de foot. Il y a polémique hier sur le penalty. Bon, bref, il y a toujours des Mais est-ce polémiques. qu'il y a au pas foot. polémique Il y tout a le temps? toujours des Non, mais la polémiques question, au c'est est-ce foot. qu'il y aura toujours une polémique? Est-ce que c'est un arbitre qui est un humain qui peut, de toute façon, interpréter différemment Alors, les que les gens enfants, qui sont le débat souvent- sur la polémique, moi, le problème humain depuis la VAR, moi, c'est de toute façon, j'ai l'école Platini, hein, moi, je suis un vieux garçon pour ça, mais franchement, aujourd'hui, il y a plus, j'ai même plus mon McEnroe au tennis, quoi. On t'a enlevé les juges de ligne, donc il n'y a même pas de discussion. Il y a une voix, intelligence artificielle qui fait out. Donc c'est fini, il n'y a même plus de discussion. Avant, tu avais les mecs qui s'embrouillaient un peu, quoi. Hier soir, toi, moi, à Monaco, sur le match où j'étais, au moins Donnarumma, quand il sait pas qu'il y a pénalty, il va mettre un peu la pression, il fait semblant de se balader pour aller voir la VAR. Il se passe encore quelque chose. Et franchement, depuis qu'on est petit, Ah, mais pourtant, il y a pourtant Non, mais la VAR. Fabrice, Tu vois, donc, de toute façon, il y a même ça plus de alimente suspect. pour tout le monde. Ça nous donne. Voilà, on est derrière notre équipe. Tu as les Anglais qui sifflent un petit peu. Tu as des Monégasques qui vont chercher. Ça fait partie du spectacle. Alors, moi, je veux pas être, encore une fois, ringard. Moi, je suis pour, évidemment, l'avenir et autres. Je me souviens d'un débat avec Colas avec Sonny Anderson, un ballon qui n'était pas rentré à Lyon. Oui, par exemple, tu vois la vidéo sur le but. Moi, je trouve ça génial. Oui, Le la rugby. good night, la good night, comment ils appellent ça? goal Good line line La goal line technologie. technologie, au moins ça fait bip bip, tu sais que c'est rentré ou pas, tu discutes Ouais. pas. Mais Mais c'est ça, honnêtement, au c'est tennis, la seule qui est au intéressante. tennis cette année, à part en Coupe Davis où c'est pas où tu as encore des arbitres de chaise, c'est devenu pas pénible. Mais déjà, sur 5-7, tu ronfles un peu quand même en Roland Garros. Hein. Alors, s'il n'y a pas un mec qui dit Where is the ball comme John McEnroe, tu vois, il commence à s'énerver, Where is on the line, ça manque, quoi. C'est cruel. Pour voir des joueurs qui s'affrontent jamais vraiment, quoi, derrière un filet, je suis pas pour, quoi. Le rugby, il y a une éducation, je pense que, en plus, ils sont fiers, les rugbyman, depuis qu'ils sont petits, de dire nous, on n'est pas des fouteux. Tu vois, nous, on ne discute pas. L'arbitre a raison, même on leur fait des haies d'honneur aujourd'hui. On aura tout vu. On aura tout vu, Florian, des haies d'honneur aux arbitres, mais n'importe quoi. Florian, est-ce qu'il y a des sports où l'arbitrage vous intéresse dans la façon de faire par rapport au Mais rugby? en fait, c'est ça, quand je vous entends parler de ça, et ça me revient tout le temps, ça m'intéresse, mais et j'aimerais vraiment parler avec des arbitres de foot de haut niveau ou l'arbitre de tennis de chaise de haut niveau, comme disait Paco. Je comprends pas. Nous, on a tellement d'appréciation et de sensations, comme vous dites, que moi, j'arrive à voir un qui a plus de sensations que l'autre, donc un meilleur arbitre de rugby qu'un moins bon arbitre de rugby. Mais au foot et au tennis, je vois pas comment ils peuvent j'ai du mal à voir comment ils peuvent se tromper, en fait. Ah, mais te tromper, c'est facile quand même, parce qu'au tennis, tu as deux marques, tu vois, compliquées. Hier, sur le penalty, puisque je parle d'un truc que j'ai vu, hein, pardon, mais c'est simple, hein, je rappelle l'action. Il y a un défenseur monégasque qui s'appelle D'ailleurs, qui met un peu la tête pour aller mettre au point de D'ailleurs. penalty. Hein. D'ailleurs, il s'appelle D'ailleurs, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Un but venu d'ailleurs, même, je te dirais. Et donc, C'est Eric ça. D'ailleurs, il y va, franco, quoi, pour essayer de mettre le coup de boule, le coup de casse, comme dans n'importe quel sport. Le défenseur, il fait un geste, tu sais, je vais pas te le faire là parce que je me casse la figure, Ouais. mais il retourne avec les pieds et l'autre, il prend le pied dans la figure. Penalty ou pas, quoi. Les pieds retournants, c'est alors que il y a un autre match où il y a eu un retourné, il y a un but, personne n'a jamais rien dit, quoi. Il n'y a pas de dangerosité. Appréciation de l'arbitre. Paco, la règle, elle est claire. Jeu dangereux dans la surface, c'est péno. Oui, non, mais quand tu marques, on te le dit pas, alors. Ben non, justement, c'est Parce le problème. que c'est C'est que la défense, t'as la Alors, défense tu et vois, par l'attaque. rapport à C'est un peu ça, comme bon, le il y a football la américain. VAR qui regarde, machin. Moi, ce que j'aime bien dans le rugby, c'est que parfois, souvent, l'arbitre, il a, je sais pas pourquoi ils le font pas sur le foot, ils nous emmerdent. L'arbitre, il a son micro branché. Ah, ça, c'est Et mon il combat. va- Vas-y, mon Jérôme, c'est mon combat. Et il va expliquer, alors je sais pas si c'est le combat, je sais pas si on est d'accord, mais il va d'accord. expliquer la décision. Elle est bonne, elle est pas bonne, mais au moins on sait pourquoi il C'est a ce que dit Florian. Exactement. Et tu C'est sais, l'éducation, Florian. C'est la base. Pourquoi le rugby fonctionne? C'est parce qu'à chaque fois, tu as une explication, même si tu comprends rien. On te met quand même sur le grand écran quand il
j'allais dire hors-jeu. Quand il y a une passe en avant, on te marque, tu vois, on marque en Oui, avant. mais tu sais qu'en plus, depuis cette saison, je ne sais pas si vous avez regardé les premiers matchs sur Canal+, Ouais. on a le droit de le dire d'ailleurs. Chaîne concurrente. Voilà, chaîne concurrente, c'est pour ça, pardon. Du coup, maintenant, l'arbitre, sur les appels vidéo, il est branché à la sono du stade. Ouais. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est quand on regardait le match à la télé, il était branché sur la chaîne concurrente. Donc donc on entendait ce qu'il disait en regardant la télé. Maintenant, on entend les téléspectateurs l'entendent, mais aussi les spectateurs dans le stade. Alors ça, c'est uniquement en top 14. Hein. Oui, Oui. juste Les en deux. top 14. Sur le Non. match de Pro D2 Mais dans ça- lequel j'étais l'autre Mais jour, je crois que ça va venir. Hein. on n'a pas entendu les explications Non. sur un arbitrage vidéo. Alors, on va demander à un invité supplémentaire de nous donner son avis sur l'arbitrage. Je ne sais pas s'il aime vraiment les arbitres. Mais qui est l'invité? accueillez Qui quand est même. l'invité de la libre antenne à cette Alors, heure-ci? attention, c'est peut-être pas un invité, méfie-toi, ça peut être un D'accord. habitué. On Faut peut se méfier. réagir Attention, sur les réseaux messieurs. sociaux, bien sûr. Hein. Tout le monde peut réagir. Vous pouvez commenter. Et je ne sais pas si ça va vous faire peur ou pas, mais attention, Ah. le voilà. Hein. Attendez. Oh là là. Ah ben non, mais je suis parti là. T'as vu les têtes qu'il y a derrière lui là? Oh là Ah là. mais non. Non, mais on fait un débat sérieux ou Michael pas? Jackson. C'est ça le problème, c'est que ça, c'est un mec sérieux Ah ouais. au point de départ. Hein. Imaginez Non, si le Cuaz, débat est pas sérieux. d'accord, Je sérieux. comprends pas. Ok. Bonsoir Bruno Cuaz. Bonsoir les gars, est-ce que ça marche? Bonsoir. Oui, Oui. mais plus fort. Ouais, c'est toujours japonais? Non, là je Décalage. suis au centre de Paris, vous le voyez, je suis dans le Marais, au musée Carnavalet quand même. C'est très très chic. Et c'est vrai que les arbitres, c'est pas trop ma came, désolé. Mais après, je suis prêt à être convaincu. Hein, par Merci d'être venu, l'unité c'est sympa. de ces êtres. Mais toi, Est-ce tu que suis ça des sert à sports où il n'y a quelque pas chose? d'arbitre Non, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas Oh. s'auto-arrêter? Non mais du coup, toi, tu connais plutôt Non, les non, sports mais avec les juges. S'auto-arbitrer, non mais franchement. Ouais, Non, mais si, mais Bruno, toi, t'es figé, s'auto-arbitrer, donc- même en tennis, tu n'y arrives pas toi, quand on joue ensemble. Et toi, t'aimes pas les arbitres alors? Non, mais j'aime bien. C'est-à-dire que les arbitres, non, franchement, je me dis, est-ce qu'il y a un enfant qui, au CP, même en CE1, qui a dit ah, j'ai envie d'être arbitre? C'est arrivé déjà. Personne n'a envie d'être arbitre, si? Alors moi je crois qu'il y a des vocations. Moi je crois qu'il y a des vocations et qu'il y a des jeunes de plus en plus jeunes qui ont envie de devenir arbitre. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le niveau pour devenir joueur de haut niveau en foot, en rugby, en basket. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus Ouais, en mais plus tu veux de faire jeunes dans les journaliste, tu fédés. veux faire, regarde-nous. Non, mais nous, on n'a jamais compris les règles. On ne peut pas être arbitre, donc on est journaliste. Donc, Florian, il veut répondre. Donc, pour répondre à Bruno, CP-CE1, c'est vrai que ça fait un peu tôt quand même. Mais j'ai quand même quelques petits moins de 12 qui commencent à vouloir arbitrer. Moins de 12, donc on va dire 6e, 5e. Comment un arbitre apprend les règles? On lui donne un bouquin, il se Ouais, démerde? ouais, alors on Le passe code de la route. Ouais, exactement. Ben, si vous voyez le bouquin des règles, il est quand même assez épais. Alors, il l'est de moins en moins, mais au départ, c'était quand j'ai commencé, c'était un bouquin assez épais, oui. Et après, comment on devient? Alors la première année, on est arbitre en cours de formation et on passe à la fin de ce qu'on appelle son stagiaire à la fin de cette année. Mais alors là, je parle il y a 10 ans, hein. Parce que maintenant, les niveaux, c'est la même chose, mais les niveaux s'appellent différemment. Après, j'étais devenu stagiaire. De stagiaire, je suis passé territorial, de territorial à fédéral. Et après, on a tous les diplômes. Et après, on est noté sur le terrain pour gravir les échelons. Et ça veut dire que pour pouvoir évoluer en catégorie, il faut avoir des bonnes notes. Exactement. On a ce qu'on appelle des superviseurs. Et je crois qu'au foot, ils appellent ça des contrôleurs. Oui, c'est comme effectivement, pas pareil, hein. effectivement au foot. Alors, je sais pas s'il y a notre arbitre de foot qui va intervenir tout à l'heure, mais au foot, il y a les superviseurs, les mecs sont notés. À la fin, c'est un peu comme un championnat où tu passes de première division à la deuxième division au national. Tu as les autres qui montent. Après, peut-être pour les juges de touche, c'est pareil. Je sais pas, mais effectivement, il y a un classement à la fin. Enfin, c'est une notation. Et c'est suite aux notations de tous les matchs.
Mais nous, si on notait les arbitres, il y en a notamment en foot qui seraient même pas en national, monsieur Paco. Ça, tu es dur. Tu Ah, sais mais qu'il y a tu une laisses limite pas la d'âge en note plus et tout, au qu'ils ont des entraînements, public. des stages. Et depuis qu'ils sont rémunérés, ça change un peu. Et ben Ah, bah, voilà. voilà. Dès qu'on parle d'argent, Il a dès dit qu'on que parle ça, Il allait dire c'est quelque ça. chose d'intéressant. Paco était noir. Ça veut dire qu'il a reçu un coup de téléphone. C'est un coup de téléphone Alors, direct. Paco, Tu sais, ça non, veut dire mais que la caméra elle Paco, fait il a raison, au mais je revoir. reprends. Depuis que les arbitres sont rémunérés et sont donc professionnels, il y a une vraie préparation parce qu'il faut. On va pas dire que les arbitres, peut-être en rugby, tu me contrediras, elles sont au même niveau physique que les joueurs. Mais quand tu dois arbitrer un match de 80 minutes, de 90 minutes et courir dans tous les sens, il faut que tu sois au point. Hein. Combien de kilomètres par Je match? crois que c'est 8, non? Entre 6 et 8, il me semble. Bon, Et on a mal aux pattes? Ça m'est déjà arrivé. Mais pas à tous les matchs, Ouais. on va dire. On va dire que Alors, je vous cette rappelle, hein, année, pour- j'ai eu mal aux pattes pour mon premier match de préparation entre Bourg-en-Bresse et Bourgoin, le 8 août, c'était le premier match de la reprise. Ouais, Et pour la celui-là, reprise. j'ai eu mal aux Pour la jambes parce reprise. qu'en plus, il faisait 40 degrés. Et je peux vous avouer que celui-là, ça tirait. Mais sinon, non. Alors Bruno, avant de te donner la parole, je rappelle simplement que vous pouvez laisser vos messages, vos questions sur le chat, hein, sur les différents réseaux. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit « Je suis arbitre pour le ski ». Je peux te dire que c'est des vocations. Après, on est de moins en moins, car les responsabilités sont importantes et plus personne ne veut les prendre. Donc, c'est un sacré boulot. Est-ce que ça joue ça aussi Donc, ça, c'est un certain Johan Taberlet, hein, de Morzine qui nous fait le petit message. Est-ce que, Florian, ça se remarque, ça parce que vous vous connaissez un petit peu alors, au niveau régional et national, que les gens disent bon, c'est bon, il y en a marre, j'en prends plein la tronche, c'est compliqué, on se fait insulter, on se fait menacer, et en plus, de toute façon, dès qu'on va prendre une décision, on va prendre un taquet. Est-ce que ça joue? Je trouve que quand j'ai commencé à petit niveau, je l'entendais un peu plus et j'y faisais un peu plus attention. Maintenant, tu sais, j'arbitre au niveau national et tu sais, on est équipé de l'oreillette et de l'outil de communication. Et ben, depuis que j'ai ça, je peux te dire que j'entends même pas les entraîneurs qui sont pas contents quand ils rouspètent au bord, tu vois. Je suis concentré sur mon truc. Pourquoi ça vous parlez tout le temps? Moi, j'ai le micro, quand je suis au champ, j'ai le micro ouvert. C'est-à-dire que moi, tout ce que je dis, mon superviseur qui me note, qui est en tribune, l'entend. Mes deux arbitres de touche entendent tout. Et en plus, si En en fait, plus la télé est là, j'ai aussi un micro de la télé. Et donc c'est un peu voilà, comme nous là. c'est ça. C'est tout le Par temps ça touche. contre, C'est enregistré, excuse-moi. oui. Par contre, les arbitres de touche, eux, ils ont un bouton poussoir au niveau de qu'on met sur le ventre là. Et quand ils veulent intervenir, ils doivent appuyer pour que je puisse les entendre. Parce que sinon, ça veut dire que je les entendrai respirer, je les entendrai. Voilà, eux, ils m'entendent. Si je suis au champ, ils m'entendent respirer. Ouais. Voilà. Bruno, tu voulais dire? Bah, ce que je voulais demander à Florian, parce que blague à part, évidemment, on peut plaisanter sur les arbitres, mais ce qui est très important, je trouve, et ce que tu as appris, j'imagine, dans le rugby, ce sont les règles. Et c'est vrai que, mine de rien, j'en plaisante, mais les règles, elles sont quand même très importantes, que ce soit dans la vie, d'ailleurs, quotidienne ou dans le sport. Et c'est vrai que le sport est fait de règles. Et en rugby, alors, j'aime beaucoup regarder les matchs de rugby, mais les règles sont d'une complexité pour l'homme de la rue qui est incroyable. Et elles ont évolué. Hein. Tu me confirmes que les règles ont souvent changé en rugby. Donc, en gros, il faut s'accrocher quand même pour être au fait. Et je voulais savoir justement cet intérêt pour les règles. Est-ce que quand tu regardes des grands matchs ou que tu es en arbitre, est-ce que tu te dis ah oui, mais c'est quand même compliqué, il y a des interprétations et il faut essayer d'assimiler toutes ces règles, comme tu as dit, un bouquin entier, quoi. Ouais, mais en fait, voilà, on rejoint un peu, c'est Fabrice qui en a parlé quand tout à l'heure, il demandait s'il y avait des joueurs pros qui arbitraient et tout ça. Moi, je pense que pour être un bon arbitre, il faut avoir joué et avoir un peu de sensations. Alors que des gens pourront me contredire parce qu'il y a eu de très grands arbitres qui n'ont jamais joué au rugby et paix à son âme, c'est Didier Menet a quand même arbitré 3 finales de top 14 alors qu'il jouait au basket. Mais pour moi, c'est un parmi tant d'autres. Les autres, ben, moi, je peux te dire que si je devais te réciter le livre des règles, je ne serais pas très bon. Comme si nous quatre, je pense, comme si on devait repasser le code de la route un peu. Ah oui. Voilà. Pourtant, on ne conduit Alors, pas, je on vous conduit pas propose. si mal que ça. Et pourtant, C'est ça. on arbitre.
sans avoir les chevilles qui enflent, j'espère que j'arbitre bien, quoi. Alors, je vous propose d'accueillir quelqu'un qui a été récompensé, figurez-vous. C'est un arbitre, si je ne me trompe pas, hein, c'est un jeune arbitre. Comme quoi, on parle on parlait d'âge, on va voir ça. C'est bienvenue à Esteban. Hop, la caméra elle est cachée. Pourquoi je vois pas l'image, moi? Il est caché C'est là, pour tout le monde pourtant. pareil, moi non plus. Hein. Ouais, Écran on le noir. voit pas. Ah ouais, Est-ce qu'il alors- nous entend, Esteban? Il est tout noir. Ouais. Ouais, Esteban, il est. Ça y est, il est là. Pourtant, moi, je le vois. Voilà. Ah, si, voilà. Bonsoir, Esteban. Ah, il n'est pas sûr d'être en direct. Hola, ¿qué tal? Tu vois, Ah, Esteban, il vient d'avoir, il a été récompensé. Vous savez que c'est la semaine donc de l'arbitrage et il a été. Alors, il faudrait qu'il nous explique exactement ce qu'il a eu comme récompense. C'est Initiative Jeune. C'est quoi ça, Esteban, Initiative Jeune? Est-ce que tu nous entends d'abord? Alors, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, bon, parfait. Alors, le trophée Initiative Jeune, c'est un projet qui a été lancé par la Poste, visant à récompenser les jeunes qui s'impliquent pour développer l'arbitrage sur son territoire. Donc moi, je le développe dans mon club, à Gaillac. Et du coup, voilà, j'ai été récompensé en répondant à un questionnaire en ligne, en présentant le projet en détail. Voilà. Et j'anime. Comment tu as eu envie de faire de l'arbitrage? J'ai commencé à l'UNSS parce qu'il y avait besoin de monde. Et donc voilà, ça fait il y a 6 ans que j'ai commencé à l'UNSS. Voilà, j'ai fait 3 matchs à l'UNSS. Et après, par la suite, j'ai eu envie parce que ça me plaisait, de m'impliquer dans mon club et de poursuivre dans cette voie. Et il y a d'autres sports dans lesquels, parce que là, toi, tu es au basket, tu n'aurais pas fait arbitre dans d'autres sports? Non, je ne me serais pas senti de faire. Et pourquoi? Parce que ce sont des sports les autres sports, je les ai jamais pratiqués et je les connais pas suffisamment bien pour en parler et pour pouvoir gérer un match. À Gaillac, c'est le rugby quand même. Eh ouais, Oui, quand même. oui, le rugby et le vin, on le dit pas. Le rugby et le vin, ça va ensemble ou presque. Moi, je vais poser une question à Esteban. Bon, il regarde quand même les autres sports. Mais le basket, finalement, c'est comme le hand, c'est plus facile. Il y a 2 arbitres. Mais pas 2 arbitres. Alors, on va me dire, au rugby, il y a 3 arbitres, plus la vidéo. Au foot, il y a 3 arbitres. Mais là, il y a 2 arbitres au cœur. Le terrain est plus petit. Et il y a 2 arbitres qui peuvent confronter leurs décisions à un moment donné. Ça ne se voit pas. En général, ils sont d'accord. C'est pas plus facile d'arbitrer à 2 avec 2 qui sont vraiment au cœur du match, là? Alors, l'arbitrage à 2 existe dans les compétitions amateurs jusqu'en National 1. Après, ça passe à 3 arbitres. J'ai déjà fait des matchs tout seul au basket, en arbitrant. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Le fait d'avoir 2 personnes, ça permet déjà, première chose, de pouvoir se répartir les zones sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on a le jeu avec ballon qui va dans notre zone, et bien, on regarde le jeu avec ballon. Et dès que le jeu avec ballon n'est plus dans notre zone, et bien, on regarde ce qui se passe dans nos zones. Déjà, ça nous permet de nous répartir nos tâches et voilà, de couvrir un maximum de jeux. Et après, la deuxième chose, ça permet d'avoir aussi un appui. Des fois, sur certaines décisions, on peut, parce qu'on a mal vu, parce qu'on hésite aussi sur certaines types de fautes, par exemple. Et voilà, ça permet d'avoir un appui, un deuxième avis pour ensuite prendre des décisions qui seront favorables. Alors, il est 21h, vous êtes bien sur Radio Sport, vous êtes en direct. Vous avez vu, il y a un peu de monde un peu partout. Moi, je suis sur Marseille. Jérôme, toi, tu es sur Aix. Florian, vous êtes où? Je suis au pied des Pyrénées. Exactement, à Plus Montrégeau. précisément. Mais bon, pour que à 1 heure de Toulouse et à 3/4 d'heure de Tarbes. C'est la Haute-Garonne. C'est la Haute-Garonne, ça, Montrégeau. Exactement, c'est la Haute-Garonne. C'est pas loin de Casères. Esteban, tu C'est t'es pas loin de C'est pas de Casères. Casères, exactement. Tu vois, on connaît bien Casères. Nous, on y a passé 2 jours au moment du Tour de France. Ben voilà, Pour le c'est Tour de ça. France. Esteban, t'es dans quel coin? Gaillac. Moi, c'est pareil, je suis donc Gaillac. sur Gaillac et ouais, je suis à 3/4 d'heure de Toulouse. Voilà. Je suis pas. Ouais, c'est Dans que le des gens Tarn, du dans Sud, le en fait. département du Tarn.
J'ai de, Bruno, lui, s'est calé à j'ai de Paris. suite entendu qu'il avait Et un on va bel accent retrouver- quand il est arrivé quand même. Ici, c'est Paris. Et Christophe, donc à Monaco. Nous avons eu encore d'autres personnes qui sont passées une petite tête. On verra si ils reviennent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des blagues entre arbitres? C'est-à-dire que vous connaissez des arbitres de votre catégorie, c'est-à-dire rugby, basket ou autre. Est-ce que vous faites des blagues entre vous en disant, bah, disons, toi, tu as un sport de sagouin, où il n'y a pas de blague entre les arbitres? Moi, j'ai un pote arbitre de foot. Bon, moi j'ai. Vas-y, Esteban. Ok, ouais. Moi j'ai très rarement eu l'occasion d'échanger avec d'autres arbitres d'autres sports. Donc je peux pas dire ça, mais après, je pense que oui, je pense qu'il peut y avoir des sujets où on peut débattre sur la difficulté de notre sport à arbitrer ou c'est plus Moi, Et toi, Florian, ouais, du j'ai coup, un il y a- pote arbitre de foot, mais pour autant, on blague pas sur ça. Mais je bosse tous les jours avec un footeux. Et sur ça, c'est vrai que par exemple, on se chambre parce que sur le foot et le rugby, mais voilà. Mais pas sur l'arbitrage du foot et du rugby. On se chambre comme les rugbymen que chambrent les footeux, quoi. Il y a un salon pro sur les arbitrages. Il y a quelque chose qui accompagne le statut d'arbitre en France ou il n'y a rien? C'est-à-dire. Bah, je sais pas, une congrégation, une réunion annuelle où tous les arbitres de tous les sports se rencontrent et peuvent échanger? Mais là, il y a la semaine de l'arbitrage, là, donc il me semble qu'il y a. Alors, Il y a ce genre de ouais, choses-là? c'est la semaine de l'arbitrage avec La Poste, puisque La Poste, c'est le sponsor des quatre sports, là, du foot, du rugby, du basket et du hand. Et là, j'ai vu des vidéos qui sont passées où c'est que il y avait deux arbitres de top 14 qui étaient présents, et il me semble qu'il y avait des tables rondes avec les arbitres des autres sports. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Hein. Journée de l'arbitrage, tu mélanges tout le monde. C'est ça qui est plutôt sympa avec Karabatic qui était le parrain. Et donc, il y a chacun qui a eu son petit prix, donc c'est pas mal, enfin chacun. Voilà, beaucoup ont eu des prix comme Esteban, ça c'est plutôt sympa. On remarque des gens différents dans le basket, dans le rugby ou ailleurs. Et, du coup, Christophe, c'était un petit coup de cœur, Esteban, tout à l'heure. Oui, parce que j'étais avec la personne qui gère tout cela, bien sûr, depuis des années, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Nino Bardel, qui fait des choses formidables, notamment pour pas mal de fondations pour les enfants malades dans les hôpitaux, avec Nathalie Péchala. Et chaque année, elle te passe un petit coup de fil avec La Poste, effectivement. Et ce qui est bien, c'est qu'il mélange. J'avais un atelier hier avec Nicolas Karabatic, bien sûr, qui était là pour le hand. Tu parles basket. C'est comme nous ce soir, tu peux mélanger. Dans 10 minutes, on aura Bruno Derrien, par exemple, l'arbitre de football. On va avoir une jeune arbitre de basket aussi. C'est bien d'avoir un sentiment complètement différent. Et les journées d'arbitrage aussi, c'est une histoire de respect et puis de mélanger les compétences. Mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut laisser le micro aux arbitres de foot. Ça fait longtemps qu'on dit qu'ils sont un petit peu seuls. Voilà. À un moment, ils étaient trois. Il y a toujours l'arbitre derrière les buts. Je m'en souviens même plus, Jérôme. Ah bah non, au foot, il est plus depuis longtemps. Non, avant, tu avais 2 juges de tout. Il y avait 5 arbitres. Hein. En plus de la réserve, tu avais l'arbitre central, tu avais 2 arbitres de surface, comme on disait. Pour les pénaux, ça n'a jamais rien donné, moi je trouve. Et tu avais les 2 juges de touche. Bon, quand il y a eu la VAR, tout ça est rentré dans l'ordre. Mais c'est pas parce qu'on multiplie le nombre d'arbitres, s'ils sont mal placés. Il y a eu souvent des polémiques sur les arbitres de surface. Hein. Ils n'y voyaient rien à un moment donné. Ils étaient planqués parce que quand ça se passe sur un corner avec tous les joueurs qui le masquent, à un moment donné, ils ne voient pas ce qui se passe de l'autre côté de la surface. Il ne faut pas me raconter la vie. Moi, j'ai une question là pour nos 2 arbitres. Mais les arbitres, est-ce que vous êtes soumis aux tricheurs? Parce que le sport, ce qui est bien, évidemment, c'est qu'il y a quand même toujours l'occasion de tricher, c'est-à-dire de ne pas respecter la règle. Mais est-ce que vous avez des vrais tricheurs à gérer lorsque vous arbitrez un match, que ce soit en rugby ou en basket? Tu veux y aller ou tu veux que je commence? Des filous, quoi. Après, je peux commencer si ça ne te dérange pas. Alors, en fait, ils ne sont pas des tricheurs, mais des gens en fait, qui connaissent très très bien la règle et du coup qui vont trouver un moyen de la contourner. Et en fait, ce sont principalement souvent les personnes expérimentées qui sont depuis 40 ans dans le basket et qui vont faire des petits contacts vicieux, qui vont cacher l'arbitre pour avoir tel ou tel contact. Voilà, c'est pas des tricheurs, mais plus ils vont essayer de détourner la règle parce qu'ils la connaissent très bien. Tu peux nous expliquer concrètement comment tu fais pour détourner la règle au basket? Parce qu'au basket, effectivement, il y a les contacts. Les contacts, comme dans d'autres sports, c'est-à-dire que
Tu vas me dire qu'il y a le contact légal et le contact illégal qui est fait vraiment soit pour faire mal, soit pour faire tomber, etc. C'est ça dont tu parles quand tu dis qu'il y a des filous qui contournent la règle? Ouais, ils vont essayer de trouver un angle où l'arbitre n'aura pas de vision et ils vont faire produire un contact ou voilà, une mauvaise action à ce moment-là. On peut pas faire ça, Florian, au rugby, trouver un truc sans vision. Si, aussi. Il n'y en a pas au Non, rugby. pas pour cacher la vision de l'arbitre, si tu veux, mais par contre, il y a tellement. Tous les entraîneurs, tout est fait pour essayer d'être soit à la limite, soit pouvoir contourner. On est toujours, on marche toujours sur un fil, quoi. Et ben, c'est pour revenir un peu sur ce qu'on. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé tout à l'heure de la hauteur du plaquage qui était autorisée. En fait, Oui. quand on commence le rugby à l'école de rugby, on apprend à plaquer aux jambes. Le fait de prendre les jambes, de les serrer l'une contre l'autre de l'adversaire, il trébuche et il tombe. Sauf qu'à un moment donné, les entraîneurs ont demandé que quand on faisait ça, en tombant, on arrive à passer le ballon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit, les entraîneurs, à un moment donné? Ils ont dit, on va plaquer en haut, on va coffrer le ballon pour pas que le ballon puisse être passé. Donc, c'est comme ça que le plaquage, que la zone les défenseurs ont plaqué de plus en plus haut. Donc, à un moment donné, il a fallu redescendre cette zone du plaquage. Et c'est pour ça qu'au niveau amateur, elle est redescendue. Mais à la base, les plaquages étaient aux jambes, hein. Si on regarde un match il y a 30 ans, tout le monde plaquait aux jambes et personne ne venait coffrer le ballon en l'air, hein. Alors moi j'ai appris au collège à faire du rugby, ça n'a pas duré très longtemps, plaquage au niveau des jambes, sauf que moi j'ai pas lâché. Et j'en ai encore Ouais. des traces, parce que je T'as peux pas dire que j'ai eu le labourage des godasses pendant 10 ou T'as 15 pas mis mètres. t'as pas mis la tête où il faut, c'est tout. C'est Eh ça. ouais, la tête, il faut la mettre sur le côté, la tête. C'est Ah bah moi ça. je mets la tête où Voilà. je peux, hein. Je suis désolé, je l'ai Ouais. attrapé, je suis ripé et je peux dire que Mais effectivement, Florian, il a raison. C'est qu'avant, on apprenait, quand tu vas dans n'importe quel club de rugby, on apprend à se baisser, en gros, et puis plaquer aux jambes. Et maintenant, on plaque de plus en plus haut, mais tu as raison, moi, je me suis jamais posé la question. C'est qu'effectivement, on coffre le ballon, on empêche le mec de Exact. lâcher le ballon, et ça peut faire une pénalité. Je peux faire un peu de chauvinisme, si vous voulez, pour ça. Ah Parce bah que bien du sûr. coup, qui joue le mieux au rugby en France et qui sait C'est l'arbitre. jouer très bien après contact? Ben non, Ben, c'est c'est les Toulousains. Toulouse. C'est les L'arbitre. Toulousains. Donc du coup, à un moment donné, les Toulousains, vu qu'ils gagnaient tout le temps, il a fallu les bloquer. Donc du coup, il a fallu plaquer un peu plus haut pour plus qu'ils puissent faire les passes après contact, comme on dit. Est-ce que de toute façon les règlements vont toujours évoluer parce qu'il y aura toujours des gens qui vont soit contourner, soit parce qu'il va y avoir des prises de risque plus importantes? Exactement. Mais tu vois, c'est ce que j'expliquais. Ça fait sur les 2 interventions que j'ai fait avec les jeunes là, ça fait 2 fois que je leur en parle, que à chaque fois quand les règles évoluent, c'est pour plus de sécurité, pour favoriser la continuité, c'est-à-dire que on n'a pas envie que l'arbitre il siffle toutes les 30 secondes et on a envie que le jeu se poursuive et qu'il y ait du spectacle. Et ensuite pour l'équité. Voilà. Donc à chaque fois on se pose toujours ces questions pour que les règles évoluent dans ce sens-là, quoi. Moi, ce qui m'embête dans toutes ces décisions-là, pour faire évoluer le L'arbitrage. règlement, Ouais, le règlement. c'est que c'est pas pris par la fédération internationale ou par machin, c'est fait par un espèce de board de 5 vieux rogatons là, on part dessus à la ferrasse et on parle de rugby dans le temps et qui après vont éventuellement être soumis à la fédération internationale, machin, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de boards de 5 vieux en par-dessus là? Je n'en ai jamais fait partie et je ne sais pas trop qui c'est Mais c'est qui comme ça s'occupe que de ça se ouais. passe. C'est possible, mais je ne m'y suis pas intéressé. Bruno, il y a, dans les sports que tu suis, donc athlétisme, ski, natation, il y a pas, on disait qu'il n'y a pas forcément d'arbitre, il y a des juges. Comment ça fonctionne? C'est la même prise pas de risque, mais de polémique ou comment on dit ça tout à l'heure? On disait c'est de l'appréciation, ou là c'est beaucoup plus strict? Alors écoute, l'athlétisme, là je reviens de Tokyo, c'est vrai que je sais qu'il y a des arbitres évidemment sur le terrain, mais j'ai du mal, si tu veux, à te dire exactement quel est le travail des arbitres sur un stade d'athlétisme. Évidemment qu'il y a plein de règles, vous connaissez beaucoup de règles qui sont un peu... qui sont franchies, c'est-à-dire qu'il y a notamment les courses en couloir. Tu sais que en athlétisme, tu as très vite mis un pied dans un couloir. Alors, ce que j'ai découvert, mais alors vraiment là, j'étais étonné à regarder très attentivement, les courses, et notamment j'ai suivi avec attention Jimmy Gressier, que vous avez également suivi, j'imagine.
le mec, à chaque course, mais il revient, il a les tibias en sang. Et quand je te dis en sang, il saignait vraiment fortement. Et donc, ça veut dire quoi? Le mec, il s'est pris des coups de pointe, hein, puisqu'il court avec des pointes. Oui. Il s'est pris des coups. Alors, tu vas me dire, est-ce volontaire? Est-ce involontaire? Là, je ne suis pas assez spécialiste pour juger. On sait que de temps en temps, il y a des arbitres qui vont dire, bah non, là, vous avez fait un acte qui est interdit, donc vous êtes disqualifié. Mais ça arrive, mais archi rarement. Or, je te dis, le Gressier, il s'est pris des pics dans les jambes à chaque course. Et là, comme en rugby et en basket, les mecs, ils utilisent, tu vois, une frontière, notamment très souvent, ça frotte, il y a des... Tout ça, c'est vachement dur à juger. Hein. Et j'ai vu très, très peu d'arbitres mouillés. Hein. Alors, tu vas me dire, c'est moins grave qu'en rugby. C'est ça aussi qui ça me faisait quand même penser au rugby, en me disant quand même, l'arbitre a un rôle aussi dans la santé des êtres humains. Au basket, c'est un peu moins le cas à ma connaissance, mais en rugby, il y a eu quand même beaucoup de cas, que ce soit dans le rugby amateur ou dans le rugby pro, de mecs qui étaient vraiment en danger, même en danger de mort. Hein. On est d'accord, Florian. Hein. C'est quand même un sujet vraiment important et qu'on ne peut pas nier. Là, l'arbitre a un rôle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand les règles évoluent, là, c'est la sécurité qui est mis en premier. C'est l'un des piliers qui est respecté, c'est la sécurité en premier, quoi. Et après, quand je parlais de continuité, d'équité. On va voir si dans le foot, c'est aussi la sécurité qui fait primer le choix de l'arbitrage pour être strict et hein, c'est que protocole commotion. Et dans le foot, ça se passe comment? Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je me connecte à l'instant, je n'ai pas trop suivi. Non, mais justement, mais vous avez du travail à la poste? Ben oui, mon cher ami, ma boss m'a mis une réunion très tard. Vous avez envoyé un télégramme à Simone Signoret ou? Donc, je suis ravi de vous rejoindre, mais j'ai pas enfin, on aime bien nous cueillir sur le vif, un peu comme sur l'arbitrage qui va cueillir le moindre geste. Fais un petit résumé, Fabrice. On parlait de l'arbitrage, donc depuis tout à l'heure, on a démarré, on est sur Radio Sport et on parle d'arbitrage qui est au cœur du jeu, hein, quoi qu'il arrive. Il est au cœur du jeu parce qu'il peut faire partie prenante du jeu, soit accidentellement parlant, hein, vous prenez une ballon dans le dos, le ballon, il n'est plus dans le même jeu, ou sur des décisions qui sont prises. Et là, on parlait des décisions qui sont prises pour la sécurité, sur le rugby par exemple. On ne va pas laisser certains gestes passer. Pour la sécurité dans le foot, il y a aussi des gestes qu'il faut de toute façon arrêter tout de suite à cause de la sécurité. Ah bah, bien sûr, il faut rappeler que la mission première d'un arbitre de foot, quel que soit le sport d'ailleurs, c'est de veiller à la protection des joueurs. Et donc, de ne pas hésiter, bien sûr, à sanctionner les mauvais gestes, notamment les tacles inconsidérés et ce genre d'action. Oui. Après, il y a l'histoire aussi de commotion, vous savez, de joueurs qui se percutent. Là aussi, il y a des consignes qui sont données aux arbitres, bien sûr, très strictes, bien sûr, d'évacuer les joueurs et de faire appel aux soigneurs. Et de faire sortir le joueur pour qu'il subisse, bien sûr, un contrôle médical. Protocole commotion. Ça, on le voit beaucoup en rugby, voilà. Surtout. Hein. Oui. Alors, moi, je croyais qu'il y avait que ça au rugby, mais l'autre jour, j'ai vu, avant le match de l'OM, du Classico entre l'OM et PSG, qu'il y avait un joueur de l'OM, un Marocain dont j'ai oublié le nom, qui n'avait pas joué le match de Coupe d'Europe ou qui n'avait pas joué un match le mercredi parce qu'il avait été sonné sur le match d'avant contre Strasbourg ou Lille, enfin je ne sais plus. Et on lisait dans la presse que c'était un protocole commotion. Alors je savais qu'il y avait ça au rugby, où d'ailleurs on est aidé, les arbitres sont aidés par de l'électronique, je crois, avec le protège-dents qui va signaler s'il y a un problème. Ouais. Il me semble que maintenant, ce protocole commotion, il existe au foot aussi. Ouais. Tout à fait. C'est assez récent, je crois. Oui, c'est récent, très récent. À mon époque, qui était certes un peu lointaine aujourd'hui, ce n'était pas pris en compte. C'était pas la même priorité sur la santé il y a quelques années. Ah si, il y a toujours été, moi je me souviens des formations d'arbitres quand j'étais plus jeune, où notre formateur nous disait « Veillez toujours à protéger les créateurs contre les démolisseurs de services ». C'était son expression. Ah oui. On en a connu, hein, M. Derrien. Et Platini contre l'erreur au milieu de terrain, les bleus et compagnie. Alors, il y a eu, mon cher Pascal, mon cher Pac, toi qui connais bien le football et que tu l'as. Pascal Pro, mais c'est sur CNews, c'est une autre tendance. Non, j'ai pas dit Pascal, j'ai dit mon cher Pac.
tu commandes le foot depuis de nombreuses années. Tu te souviens, il y a eu un avant 90 et un après 90. C'est, je crois, en Coupe du Monde 90 en Italie où la FIFA s'est rendu compte qu'il y avait trop de mauvais gestes sur le terrain de foot. Vous voyez des joueurs qui filaient au but, qui étaient en position de pouvoir marquer des buts, qui étaient fauchés avant la surface. Le défenseur est copé une fois sur deux d'un avertissement. Et il y avait vraiment une pratique de l'anti-jeu qui était érigée en système. Et la FIFA a dit stop en 90 lors de la Coupe du Monde. Et le premier arbitre, celui qui arbitrait le match inaugural de la Coupe du Monde, Michel Vautreau. De confiance, c'était Michel Vautreau. Et tu te souviens, c'était Argentine-Cameroun. Et Michel Vautreau a expulsé, si je me souviens, au moins 2 voire 3 Camerounais dans ce match pour des gestes inconsidérés. Et c'est de là où il y a une prise de conscience des instances en disant bon voilà, le football, ça va trop loin, il y a trop de fautes, trop de mauvais gestes. Il faut mettre un terme à tout ça. Il faut vraiment que les joueurs, les attaquants puissent s'exprimer. Et d'où cette notion après de double peine, voire de triple peine, de carton rouge direct sur des tacles. Voilà, c'est de là où est parti toutes ces sanctions de sévérité à l'égard des joueurs. Alors Bruno, très intéressant d'avoir tout ce panel ce soir avec Florian notamment et Esteban qui sont des grands témoins. Quand vous donnez un carton rouge dans le football, si vous le donnez à la première minute, on a vu les pauvres Lensois se battre pendant 3 jours, l'autre jour pour essayer de rester au contact. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme au rugby un jour et d'avoir du carton un peu orangé plutôt que de mettre un carton rouge? Oui, c'est vrai. Il y a eu ce match, c'est Rennes contre Lens. Ce week-end où l'arbitre a expulsé un Lensois dès la première minute. Alors, le vrai débat est de savoir quel est le même tempo pour sortir un carton rouge. Est-ce qu'on doit attendre un certain temps? Bon, voilà, c'est une vraie question. Moi, j'ai toujours été favorable à l'exclusion temporaire. Ça a été testé dans des compétitions amateurs dans le football. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce que souvent, l'arbitre, quand on arbitre, on hésite des fois entre un jaune et un rouge. Et on se dit, si on avait un carton orangé, eh bien, ça nous arrangerait bien dans certaines situations. Parce que, tu m'étonnes. Alors, c'est pour ça que nous l'avons. Voilà, c'est ce qui se passe au rugby, j'allais le dire, où l'arbitre d'abord met un carton jaune. Alors, c'est assez récent quand même, Florian, chez vous, mais l'arbitre met un carton jaune. Et derrière, il y a les 2-3 arbitres vidéo qui vont statuer, je ne sais plus comment vous appelez ça, pour savoir. Le bunker. Le bunker, voilà. Le bunker, Roland Garros. C'est ça. Savoir si ça va se transformer en rouge ou si ça restera qu'un jaune temporaire. En tout cas, il y a du temporaire, effectivement. Et en foot, bon, j'ai pas vu la faute. Je sais pas si elle était vraiment réelle. Non, mais ça dénature le match. Première minute, qu'est-ce que tu veux faire? Ça dénature le match, mais si le mec il a failli casser la jambe de l'autre en face. Ah non, mais c'est d'accord. Bon voilà, quoi. Y a pas photo. Après, Jérôme, il y a 2 choses différentes maintenant. Le bunker, c'est ce qui se pratique au niveau international. Ça veut dire que si tu mets un carton jaune à chaque fois, tu mets le carton jaune pendant les 10 minutes, puisque nous, le carton jaune, c'est 10 minutes, c'est une exclusion temporaire, comme disait Bruno. C'est pendant 10 minutes, dans le bunker, ils regardent la vidéo, ils prennent une décision, et au bout de 6, 7, 8 minutes, l'arbitre de champ est au courant de si le jaune se transforme en rouge ou si le jaune reste un jaune, et donc au bout de 10 minutes, il revient. Sauf que ça, nous n'avons pas le bunker en top 14. D'accord. En top 14, on a le carton orange maintenant. C'est l'orange. On a l'orange. Ça veut dire que si c'est trop pour être un carton jaune et pas assez pour être un carton rouge, on a le carton orange. Le carton orange, du coup, c'est 20 minutes dehors. Mais au bout de 20 minutes, ce joueur, lui, il est exclu. Mais c'est un remplaçant qui vient pour rejouer à 15, en fait, qui revient sur le terrain. Alors, les grands planqués, finalement. Les grands planqués dans votre histoire, c'est le basket. Je parle à Esteban parce que vous avez 14 arbitres, c'est-à-dire 3, et puis vous avez droit à 5 fautes avant de sortir, quoi. C'est hallucinant. Après, il y a quand même ce qu'on appelle des fautes techniques et des fautes antisportives. Donc, les fautes techniques, là, ça va sanctionner un comportement excessif, souvent critique des arbitres, contestation de décision, insulte envers public, joueur ou coach. Après, donc, la faute antisportive, mais ça va sanctionner un comportement dangereux sur le terrain, c'est-à-dire un coup de coude, même inintentionnel dans la tête de l'adversaire, et c'est une faute antisportive, par exemple. Et après, on a aussi la faute disqualifiante. Donc là, c'est vraiment des cas excessifs, très souvent sortis lors de bagarres. Et sur les bagarres générales, des fois, on peut mettre
3 à 5 fautes disqualifiantes parce que tu as une émeute de 5 joueurs qui viennent se battre sur le terrain. Voilà. Et après, donc, après 2 fautes techniques, par exemple, il y a exclusion du joueur. Après 2 fautes antisportives, il y a exclusion du joueur. Et voilà, il y a des combinaisons comme ça qui font que ça entraîne des exclusions quand même du terrain de certains joueurs. Je vais parler aux 3 arbitres que nous avons parce que je vais profiter. Nous, on réagit, néophytes, fans ou supporters, tout ce que vous voulez, instinctivement à une décision d'arbitrage. Vous, quand vous regardez soit votre sport, soit d'autres sports, est-ce que vous vous mettez à hurler dans votre salon en disant « mais c'est pas possible » Est-ce que vous dites « non mais là, il n'y a pas faute » Est-ce que vous réagissez comme nous ou vous avez un œil différent ? Je vais commencer avec Bruno. Vous avez une longue carrière sur le foot. On sait que sur le terrain, il faut rester calme pour prendre une décision. Mais chez vous, ça se passe comment ? Différemment, pour tout vous dire. Alors, je n'ai pas une âme de supporter en tant que tel. Je vis à Paris depuis 40 ans, mais je suis brestois. Et donc, quand Brest joue, je dois vous avouer que j'ai un petit faible. Et notamment avec leur beau parcours l'an passé en Ligue des Champions, je ne reste pas insensible au jeu des Brestois. Et il m'est arrivé devant ma télévision. Et pour tout vous dire, je regarde régulièrement les matchs de Brest avec des potes dans un pub à Montparnasse où tous les expats de Galette Brest saucisse. Et il m'arrive des fois de réagir face à une image où l'arbitre, pour moi, n'a pas pris la bonne décision. Et même si je pense être de mauvaise foi, et oublier que j'étais arbitre. Je vous Bruno, l'accorde. précision, tu n'as pas le droit d'arbitrer dans cette région. Voilà. Alors moi, quand j'étais arbitre, donc j'ai toujours refusé d'aller arbitrer à Brest. Pour la bonne et simple raison C'est mauvais. que ma maman était directrice de l'école qui touchait pratiquement le stade brestois et le stade Francis Leblay, donc l'ancien maire de Brest. Et donc j'étais très connu, ma famille était très connue dans le quartier de Brest. Et donc je ne voulais pas aller arbitrer à Brest. Non pas que j'aurais protégé Brest, mais je pense que j'aurais été plus sévère parce que pour ne pas être taxé, je dirais, de favoritisme. Donc, pour ne pas être vraiment dans des situations inconfortables, j'ai toujours refusé d'aller arbitrer à Brest tant que j'étais arbitre. Par contre, j'ai arbitré tous les derbys bretons, que ce soit Rennes-Guingamp, Rennes-Nantes, parce que pour moi, Nantes appartient à la Bretagne. Ah, pour toi, d'accord, c'est une vraie question quand même. Que ce soit Rennes-Lorient. Donc, voilà, j'ai toujours... Et par contre, à Brest, j'ai toujours refusé. Et comme j'étais arbitre de la Ligue de Paris, je n'ai jamais arbitré le PSG en championnat. J'ai eu la chance d'arbitrer les jubilés, celui de Rail en 2001, celui de Pauletta en 2009, puis le tournoi de Paris à l'époque qui existait, qui était un beau tournoi, mais jamais de match officiel. En plus, j'habitais pendant de nombreuses années en face du Parc des Princes, boulevard Murat. Donc, c'était commode pour moi. Le Murat. Est-ce que le Murat, les 3 obus et le reste, est-ce que Bruno, vous avez arbitré des Olympiques à l'époque des grands derbys Marseille, des Olympicos, quoi, Marseille-Lyon, là où c'était toujours assez serré? Oui, alors non, Marseille-Lyon, j'ai jamais arbitré. Par contre, j'ai arbitré le derby Saint-Étienne-Lyon. J'ai arbitré tous les derbys en France. J'ai arbitré le derby Lens-Lille. Le derby de la Garonne. J'ai arbitré Toulouse-Bordeaux. J'ai arbitré Strasbourg-Metz. Ah oui. J'ai arbitré le derby aussi entre l'AC Ajaccio et Bastia, le Sporting. Là, il a interdit de séjour à Monaco. Tu as vu, il n'a jamais fait le derby. Il a interdit de casino. Et j'ai arbitré un derby. Il y a Bruno Claas qui a une belle question, Bruno. J'avais arbitré un derby. Oui, merci. J'ai une question aux 3 arbitres. J'ai bien compris que Bruno était moins en activité aujourd'hui, mais est-ce que vous sentez une évolution dans l'arbitrage de votre sport, que ce soit rugby, basket ou football, vers davantage de sévérité ou vers moins de sévérité, ou si pour vous, il n'y a pas d'évolution? Est-ce que vous sentez que ça change l'arbitrage de manière générale? Et Stéban, moi, dans le basket, déjà, rien qu'en 4 ans, il y a certaines règles, certaines, on va dire, politiques d'arbitrage qui changent. Donc, ce qui fait qu'en fait, nous, on nous demande de plus en plus d'avantager le jeu. C'est-à-dire, maintenant, on nous demande beaucoup de retarder notre coup de sifflet. Attendre de voir la fin de l'action avant de siffler pour s'assurer que le contact qui a eu lieu
à bien désavantager le jeu. Voilà, on nous demande ça. Déjà, ça, en 4 ans, il y a 4 ans, ce genre de coup de sifflet n'existait pas, voire très peu. Et là, aujourd'hui, on nous demande vraiment, moi je suis arbitre au niveau régional, on nous demande vraiment de l'appliquer. Et voilà, l'objectif, ça reste de fluidifier le jeu et de favoriser l'action. Là, tu dirais, il y a du laxisme finalement. Ça favorise un peu les fautes face au. On privilégie le jeu sur les fautes, quoi. Oui, ça fluctue. À un moment donné, c'est vrai que je dirais, à un moment donné, on se plaignait un peu que le rugby, c'était beaucoup trop physique et beaucoup trop de rentre-dedans. Donc, on a mis des règles, on a fait en sorte de favoriser un peu l'attaque. Mais à un moment donné, l'attaque a été un peu tellement trop favorisée qu'on a retiré la corde dans l'autre sens pour redonner ses chances à la défense. Donc, ça fluctue, je dirais, moi. Bruno, moi je vais rebondir Bruno, sur la en question. football. Non, mais peut-être que Bruno a un avis sur le football aussi. Non, il n'a forcément pas d'avis, c'est un arbitre. Un arbitre. Votre question, Est-ce c'est que de ça savoir évolue la vision de l'arbitrage? Voilà, votre question, c'est de savoir si les arbitres étaient plus sévères aujourd'hui, c'est ça? Que Ou une fut-il vision. Une vision. Moi, j'ai quand même le sentiment que aujourd'hui, alors je ne vais pas faire le procès des arbitres français, mais on les a un peu formatés, vous voyez. On les a un peu aseptisés. Il n'y a plus je trouve, d'ailleurs, c'est le reproche qui a été formulé par le président de Lille ce week-end, Oui. où on a, à mon époque, et même avant moi, il y avait de vraies personnalités dans l'arbitrage français. Oh, on les aimait, hein. Il y avait des arbitres qui avaient une vraie personnalité. Je vais citer quelques-uns: Robert Wurtz, Michel Vautreau, Georges Conrad, Joël Quignou, qui étaient tous différents les uns des autres. Et à mon époque, il y avait Sars, Vessière et tout ça, où il y avait de vraies personnalités dans l'arbitrage. Et je pense qu'un bon arbitre, c'est celui qui exprime son libre arbitre. Vous voyez, il y a le règlement, bien sûr, il y a l'esprit, mais il y a aussi la lettre. Et c'est un postier qui vous le dit. Il y a aussi la lettre. Mais ils n'aiment pas marquer la lettre. poste. Recommandez la lettre. Et donc, je trouve que, voilà, bien sûr qu'ils sont là pour appliquer le règlement, mais il y a des fois, je crois je regarde des matchs, je trouve que ils sont vraiment enfermés dans leurs consignes qu'ils reçoivent. Je ne sais pas, être arbitre de haut niveau, pour moi, je me souviens, c'était un plaisir, une joie que d'arbitrer des matchs, même si des fois c'était difficile et qu'on a tous passé des mauvais quarts d'heure. Mais en même temps, on les voit des fois pas souriants, pas sereins. Oui, le côté policier, le côté Garibian, oui. Voilà, c'est toi qui l'as dit, mon cher Pac, c'est pas moi. Et donc, voilà. C'est un ami Garibian, donc je peux te le dire. Prendre du plaisir quand tu arbitres, c'est une chance. Moi, aujourd'hui, si on me disait, Bruno, tu vas réarbitrer quelques matchs en première division, bon, d'abord, je vais me rentraîner tout de suite, je vais essayer de perdre quelques kilos. Et même, j'irai bénévolement parce que c'était à la fois la passion qui nous animait. Aujourd'hui, mais même des anciens joueurs professionnels de football choisissent de devenir arbitre parce que c'est une reconversion qui peut être intéressante. Parce que aussi, dans le football, il y a beaucoup d'argent. Il y en a un peu moins aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais voilà, ça peut être une reconversion pour certains. Le premier à l'avoir fait, si je ne me trompe pas, Bruno, c'est Jean-Marc, c'est le petit Rodolphe, c'est ça, de Metz. C'est un joueur qui est devenu un gardien de but. C'est le premier. Juste un truc, parce que Bruno nous a quitté 2 secondes parce qu'il est au musée, il a une visite, peut-être que je ne sais pas s'il est avec la guide ou pas. Ah non, il est revenu. Bruno, il posé une très bonne question au début, comme souvent. Quand tu nais amoureux du ballon rond et du football, comment tu fais à quel moment tu te dis je vais être arbitre? Tu voulais être joueur ou tu voulais être arbitre quand même, toi, Bruno, à la base? Alors, pour tout te dire, moi, j'ai joué au basket quand j'étais gamin. Et j'habitais dans un quartier, l'école de ma mère. Et donc, il y avait un terrain dans l'école. Et mon frère jouait au foot. Et donc, j'étais allé faire le tour des quartiers avoisinants pour monter des équipes et pour se rencontrer. Et puis, il n'y avait pas d'arbitre, les jeunes arbitres. Donc, j'organisais les matchs. J'avais 16 ans. Et je les arbitrais. C'était au moment de la Coupe du Monde en Italie en 1978. Et donc, j'ai fait comme la télé, j'alignais les joueurs, les matchs, je me mettais en noir,
Et donc, j'arbitrais. Et puis, ma mère avait un de ses collègues instituteurs qui était arbitre et qui, de sa fenêtre de son appartement de fonction, m'avait vu. Il était venu me voir et me dit pourquoi tu ne te lances pas dans l'arbitrage? La Ligue de Bretagne lançait à l'époque l'arbitrage des jeunes par les jeunes. C'était donc en 78-79. Et voilà, je me suis présenté au district de football. J'ai retiré un dossier de candidature. J'ai passé l'examen d'arbitre, de jeune arbitre théorique, puis ensuite pratique. Et puis voilà, j'ai gravi les échelons les uns après les autres, l'appétit venant en mangeant. Mais j'aimais bien, et j'étais fasciné pour tout te dire. J'accompagnais mon père au match à Brest. Et quand c'était Robert Wurtz qui arbitrait, je suis persuadé qu'il y avait des gens qui venaient au match rien que pour voir l'arbitre, parce que c'était un spectacle assuré quand Robert Wurtz venait. Donc j'étais fasciné par l'arbitre, ce rôle un peu de Sherlock Holmes, celui qui fait en sorte que le jeu puisse se dérouler, prendre des décisions. J'étais quelque part un peu fasciné par cette fonction très jeune. Il est 21h30 comme chaque jeudi soir sur Radio Sport. 20h30, 22h, on fait la libre antenne. On parle un peu de tout ce soir, on parle d'arbitrage. Mais 21h30, c'est l'heure des coups de cœur, coups de gueule. Alors, on va pouvoir bientôt libérer Esteban, puisque c'était Esteban le coup de cœur de Christophe. Merci Esteban d'être venu parler arbitrage avec nous. Alors, la récompense, il y a des sous derrière ou c'est juste un coup de main et tout de suite. Ah oui, je pose la question. C'est important les sous. Non, il y a un petit trophée. Et après, non, si on gagne deux places pour aller voir soit un match de championnat en Betclic Elite, soit une finale Coupe de France. Voilà. Mais il y a Monaco. Il y a Monaco, c'est la meilleure équipe. Oui, voilà. ça dépend des jours. Merci beaucoup. Ah non, on a perdu pour la première, ok, c'est bon. Merci beaucoup Esteban d'être venu. On va reprendre les coups de cœur, coups de gueule. Et là, je vais me tourner vers, pour ceux qui ne connaissent pas la règle, vers nos invités. Merci Bruno de nous avoir rejoints tout à l'heure. En tant qu'arbitre de foot ou en tant que fan de tous les sports et autres, c'est quoi le coup de cœur, coup de gueule sans avoir à réfléchir de cette semaine pour vous? Votre coup de cœur, votre coup de gueule. Alors, mon coup de cœur, j'ai bien aimé hier le but du PSG en fin de match. Même je ne suis pas supporter du PSG, mais j'ai trouvé voilà, ça sympa. Mon coup de gueule, là vous me prenez un peu au débeauté. Reviens après. Je vais réfléchir et je vais laisser mes collègues répondre et je vous répondrai plus tard. Florian, un coup de cœur, un coup de gueule de cette semaine? Pareil, moi qui suis un peu supporter du PSG, le but à la fin hier soir, j'étais bien content. Après, de cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu Non, je vais y réfléchir. Je laisse passer les autres. Je vais trouver quelque chose qui va me venir. C'est pas possible. Les arbitres, comment ils se planquent. Vous n'avez pas le droit de planquent. parler, c'est pas possible. Alors, les coups de cœur, vous y allez, mais pas de coup de gueule. Jérôme, un coup de gueule quand même ce soir ou pas? Alors, coup de cœur et coup de gueule, c'est la même chose pour moi. Coup de cœur, évidemment, le PSG a gagné parce que regardez, moi, je vous la montrerai de près, mais j'ai l'étoile avec la Tour Eiffel. Je me suis fait faire ça par un, comment on appelle ça, un bijoutier sur mesure en Espagne. Alors, coup de cœur, parce que quand même, il faut savoir, ils nous ont mis la honte avec la remontada en je ne sais plus quelle année. Mais depuis, à chaque fois que le FC Barcelone, on regarde les choses positives, ouvre le score en Champions League, ils gagnent. Les 3 fois où ils ont ouvert le score et ils n'ont pas gagné, c'était contre le PSG, mesdames et messieurs. On est en train de les remettre à leur place, les culés, comme on dit, le club de Barcelone. C'est pas une insulte. C'est les culés. D'ailleurs, un jour, je vous dirai pourquoi on les appelle les culés, mais là, je ne l'ai plus en tête. Par contre, le coup de gueule. C'est les fesses. C'est à cause des fesses. Ils se retournaient. Le coup de gueule. Ouais, alors vas-y. Moi, j'étais à Strasbourg. Je suis redescendu dans le train. Je pensais regarder la première mi-temps dans le train. Et ben, le coup de gueule, c'est que dans ces purées de trains de la SNCF, on peut jamais avoir une bonne connexion pour regarder les beaux matchs de foot. Bruno, est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule cette semaine, toi, qui revient du Japon? Chanceux. Il s'est bloqué. En fait, il n'a pas de Wi-Fi dans le musée. Ça l'a fait rire. Bruno, ça l'a bloqué. Alors moi, je bois du petit lait avec le PSG, évidemment. Moi, mon coup de gueule, c'est quand même comment une équipe... Arrête avec le PSG.
peut s'effondrer comme elle l'a fait hier. Elle dominait ce match, mais de la tête, des épaules et du reste. Il y avait un certain joueur qui s'appelle Lamine Yamal qui était en train de laminer toute l'équipe du PSG à lui tout seul parce qu'il est prodigieux. Le mec, il mérite. Mais tu rigoles ou quoi? Bon, ça, il n'est pas passé une fois. Et mon coup de gueule, c'est pourquoi le Barça s'est arrêté de jouer contre le PSG. Ça, c'est mon coup de gueule. Et mon coup de cœur, c'est le tennis. Eh oui, car j'étais au Japan Open de tennis. J'ai réussi à soutenir un jeune Français qui a 42 ans, qui s'appelle Édouard Roger Vasselin. Et le gars, il a gagné le double à Tokyo avec une région que Christophe, puisqu'il est monégasque, il joue pour la Coupe Davis monégasque. Donc, ils ont gagné le titre à Tokyo. Et les voilà qualifiés quasiment pour le Masters de double, c'est-à-dire les 8 meilleures équipes au monde. Et donc, Édouard Roger Vasselin est un mec adorable et je suis vraiment très heureux pour lui. C'est mon coup de cœur. Et mon coup de gueule, donc, c'est ce maudit Barça qui n'arrive pas à gagner un match qu'il avait, mais vraiment toutes les chances de gagner. Alors, Bruno, vous avez eu le temps de réfléchir à votre coup de cœur, pardon, votre coup de gueule, parce que du coup, il y a le coup de cœur qui marche ce soir. Non, mais il n'y en a pas. J'en trouve pas. Il n'y a rien qui m'a. Rien qui m'a agacé. Il est de bonne humeur. Même pas un arbitre sur un terrain. Non. Non. Vous étiez plus en colère sur les arbitres. J'ai vu dans la presse. Alors, je ne sais pas si c'était ce week-end ou le week-end avant. Et j'ai lu un papier dans un journal qu'un jeune arbitre s'était fait pour la énième fois agresser. Insupportable. Je crois que c'était un match de Coupe Gambardella ou un match jeune où ils sont rentrés dans son vestiaire. Son papa était là pour le malmener. Enfin, voilà. Je me suis rappelé ce que j'avais vécu lorsque j'étais jeune arbitre aussi, où j'ai été agressé 2 fois. Donc, une fois à Guingamp, d'un match de Ligue 2 entre Guingamp et Tours. J'avais expulsé le capitaine guingampais en cadet et le père m'attendait à la fin du match, m'avait asséné un coup de tête. Et une autre fois dans mon club à Brest où un joueur mécontent que je ne lève pas mon drapeau pour signaler une faute m'avait donné un coup de genou dans le ventre. Et voilà, ça m'agace profondément. On s'attaque comme ça à ces jeunes, à ces arbitres de district, puisqu'eux ne sont pas protégés, ils sont en première ligne et ils sont de plus en plus victimes de violences. Alors que les arbitres de plus haut niveau, bien sûr, sont protégés physiquement. Bien sûr, ce qui est difficile quand vous êtes arbitre de première division ou international, c'est la pression médiatique, l'enjeu des matchs, les procès d'intention par voie de presse qu'on peut vous faire. Mais physiquement, vous risquez peu de choses. Il arrive des fois que vous avez un imbécile qui jette un projectile sur la tête d'un arbitre, mais c'est assez rare, et c'est tant mieux. Mais à la base, le football amateur, dans le sport amateur en général, je ne sais pas comment ça se passe dans certains sports, et pour le football, ils prennent des risques, mes collègues, tous les week-ends. Et ça, il faut vraiment saluer, parce que c'est un sacerdoce, vous voyez, c'est inacceptable, scandaleux comme ça, qu'on tape sur les arbitres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête? Il y a quelque chose qu'on peut faire? Je ne sais pas, parce qu'ils ont beaucoup d'éducation, d'exclure les clubs, de radier les clubs, d'exclure des joueurs de compétition de 5, 10, 15 ans, mais malheureusement, ça continue. C'est simplement un problème de société. Vous savez, l'autorité aujourd'hui est bafouée, elle n'est plus reconnue, quelle que soit l'autorité. L'autorité d'un professeur à l'école, l'autorité parentale, et a fortiori, des jeunes, des fois, la première forme d'autorité qu'ils rencontrent, c'est celle d'un arbitre sur un terrain de football lorsqu'ils sont jeunes. Et comme ils n'ont pas l'habitude de voir face à eux des gens qui sanctionnent, bien, ils réagissent très mal. Donc là, c'est vraiment un problème de société. Notre société est de plus en plus violente, chacun le sait, et le sport n'y échappe pas. Et je dirais même que le sport est victime de tout ça. Jérôme? Oui, Bruno derrière, il a raison. Mais je pense que les arbitres, que ce soit en régional, en national, en jeune dans les districts, sont plus inquiétés, non pas par les joueurs. Oui, ça arrive qu'un joueur sur le terrain aille mettre un coup de boule au machin ou dans les vestiaires, mais c'est surtout le public. Et autant un joueur, on peut le sanctionner en lui mettant 5 ans, 10 ans, 15 ans à vie, une suspension, autant le public qui rentre sur le terrain, le public qui va t'attendre avec l'Internet. Je ne sais plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus si c'est en rugby ou en foot,
où il y a un arbitre, où les mecs, ils ont été chez lui, etc. Ouais. Et ça, c'est impossible. Enfin, c'est normal qu'à un moment donné, des jeunes et les moins jeunes n'aient plus envie de se lancer dans ce sacerdoce, comme le dit Bruno, parce que tu as un vrai risque. Oui. Ah, t'as Tu vois, vrai, les c'est mecs sûr. de ce film, À mort l'arbitre. Eh oui. Florian, au niveau national et autres, on craint aussi le public, les parents. Là, ils sont grands, on n'est plus embêtés, mais là, quand vous êtes allé voir les gamins ce matin, on en parle de ça, de la réaction des familles? Non, là j'en ai pas parlé avec eux, c'était ce soir, hein, c'était juste avant, puisque je suis allé voir les jeunes cadets et juniors là. Non, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai, comme je dis, dans le rugby, on a par chance, et je touche du bois encore, on n'est pas, ça arrive, hein, mais c'est encore des épiphénomènes et il faut que ça reste comme ça. Et à chaque fois, on va dire que les clubs sont lourdement sanctionnés quand même. Ouais, Bruno Mais je voulait crois parler savoir d'Amant même. l'arbitre, tu as raison. Amant l'arbitre, c'est le film qui déclenche tout, mais tu as raison. Aujourd'hui, c'est le sport est le reflet de la société. Et quand tu vois ce qui se passe par rapport aux forces de police et autres, tu l'as dit, aux professeurs, au corps éducatif, c'est assez incroyable. Moi, par rapport à ça, j'étais en région parisienne et j'ai fait du foot, j'étais bénévole, j'ai joué, etc. Tu avais tous les mecs qui étaient allés à mon époque, hein, j'ai 67 ans, derrière la main courante et tu ne risquais rien. Et quand je suis arrivé en région marseillaise à Aixoise, même à Aix, où c'était quand même un tout petit peu plus calme que Marseille, eh bien, il y a plus de main courante. Enfin, il y a une main courante, mais il y a des grillages de partout. C'est-à-dire qu'il y Viens à Nice, tu a verras. une vraie crainte. Il y a une vraie crainte que n'importe quel individu, le parent, la mère, le père, le cousin, tous les mecs du quartier, de machin, rentrent sur le terrain. Donc, moi sans rigoler, il y a 20 ans ou 21 ans, quand je suis arrivé en région aixoise et marseillaise, j'ai dit, mais c'est pas le foot que j'aime, ça. C'est les grillages tout autour. Enfin, c'est pas ce qu'on aime. Ouais, il y a des endroits où on enlève tous les grillages, mais c'est pas facile non plus à gérer. Et en fait, mon coup de cœur, coup de gueule, on s'en fout. D'accord, merci. Je laisse les gens parler tranquillement et tu vas voir que toi, j'essaie de, pour rien vous cacher, j'essaye de démêler la problématique de monsieur Bruno Cuaz, qui a la il tête sait à pas se mettre l'envers. droit, il n'a jamais été droit, ce garçon. Donc il faut qu'il arrive à ton téléphone. Il va tout faire. Non, mais il est bloqué son téléphone. Il est bloqué. Il faut qu'il se remette à zéro et qu'il redémarre. Non, on va finir le tour des coups de cœur, coup de gueule. Je voulais profiter pour dire que vous pouvez donner vos coups de cœur, vos coups de gueule en ligne, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. D'ailleurs, on a des messages, Christophe, avant que tu puisses donner ton coup de gueule, puisque tu as déjà donné ton coup de cœur, je te rappelle. On me donne un coup de cœur. Marc Marquez, c'est un nouveau champion du monde de MotoGP, malgré ses graves blessures. Et le coup de gueule, c'est Pogacar, nouveau champion du monde, en attaquant à 103 bornes avant. Lui, il a 3 points et il se casse. Et tu noteras qu'ils ont fini avec combien de finishers? 30 coureurs. 30 coureurs sur 80. Alors, coup de gueule justement sur des coureurs, il n'y en a que 30 qui. Mais au moins, il y en a 100 à un moment donné. Ok. Mais le truc que j'ai pas aimé, c'est que certains champions ne viennent pas, quoi. Quand tu as un championnat du monde, tu portes ton maillot national. Parce que c'est la première fois en Afrique, la moindre des choses, c'est que tous les champions viennent. Voilà, c'était pour la première fois, c'était au Rwanda, c'était à Kigali. C'était une fête populaire incroyable. Et c'est dommage. Et pour Pogacar, de toute façon, tu auras le débat à chaque fois. Dès que tu as un cycliste qui gagne depuis 98, il est forcément visé par la patrouille du dopage. Forcément. Mais Remco Evenepoel, s'il ne fait pas le couillon avant et demander des bidons et de changer son vélo et de changer sa selle toutes les 5 minutes, sur le contre-la-montre, il lui met 2 minutes puisqu'il le rattrape. Donc, il est aussi fort que lui. On est bien d'accord, les enfants. Hein, voilà. On verra bien le championnat d'Europe dimanche. Hein, comment ça va se passer. Remco a encore gagné le contre-la-montre. On verra bien si Evenepoel gagne. Ouais, il n'y aura jamais une couche. Juste le petit coup de cœur que j'aime, qui est presque un coup de gueule, tu sais quoi. C'est Bruno Cuaz qui m'a fait penser tout à l'heure. Merci d'avoir parlé de mon équipe de tennis de Coupe Davis, hein, qui est formidable, qui ira jouer au Kazakhstan bientôt. Et je parle de ça parce qu'il y a un Monégasque qui joue demain contre Bublik, le meilleur joueur kazakh. Mais tu as parlé de Gonis qui jouait avec un joueur de 42 ans. Ils ont quand même battu un garçon en face qui s'appelle Bopana, qui doit avoir 47-48 ans aussi. Mais mon vrai coup de gueule, comme un vrai coup de cœur, pourquoi mon fils va s'arrêter ? Il ne faut pas qu'il s'arrête. C'est le seul type qui nous fait vibrer. On parlait tout à l'heure de. Voilà, au moins, lui, c'est un spectacle. Fin 2026. Ouais, mais tu vois, il a fait la pub et tout, avec Gasquet et tout. Voilà, il s'en va. Mais on peut en profiter. Sans mon fils, quoi. Ça va être triste. Il va manger du Nutella. Mais non, mais ils ont tout aseptisé, quoi. C'est pire que les arbitres de foot de Bruno Derrien, quoi. C'est pas possible, ce tennis, tu peux plus contester quelque chose, quoi. Et là, tu as mon fils qui était vraiment. Moi, ça me fait de la peine parce que à chaque fois que tu as mon fils, il se passe quelque chose. Il a 36, non? Bah oui, mais les tennismen, ils sont morts à quel âge? Ouais, mais je dis, c'est mon petit coup de cœur, coup de gueule. Enfin, ça m'ennuie. Mais de toute façon, tu sais qu'on va tous s'arrêter un jour de dire des bêtises. Tu crois?
Ben oui, Tu il crois faut. Regarde, Bruno Derrien, il est toujours là. Hein. Oui, non, mais c'est pareil. Et maintenant, il parle d'autre chose. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'il évolue avec le temps. Le tennisman, il évolue dans le mauvais sens avec l'âge. Il est de moins en moins bon. Oui. Moins Tu fort. peux jouer en double après. Et alors moi je ne veux pas arrêter. Et là, je parle sous l'écoute de Bruno Derrien. Je ne veux pas arrêter qu'on parle tous ensemble, qu'on arrête le journalisme, qu'on prenne notre retraite sans avoir été au moins une fois tous ensemble au stade Francis Leblay, au bar derrière le COP qui s'appelle le Penalty. Et là, messieurs, si vous n'avez jamais été voir un match à Brest, vous allez au Penalty, vous faites l'afterwork au Penalty. L'avant au Penalty. Vas-y, pousse à la consommation, vas-y. Et l'après au Penalty. Non, je parle pas d'alcool. Bravo les Bretons. Vous allez voir ce que c'est d'aller à Francis Leblay, mes amis. Alors, puisqu'on a eu des réactions sanguines de chez messieurs les arbitres, moi je vous propose d'avoir une réaction féminine d'arbitre. Ah oui, il y a un regard différent, je suppose, parce que je ne suis pas arbitre, hein, donc je ne peux pas avoir la prétention de parler de ça, mais nous accueillons Catherine. Bonsoir Catherine. Oh bah, bonsoir. Coupé, alors on va foutre. Ah bah oui, non, mais c'est parce que c'est en direct en voiture, Catherine. Je suis en voiture, ouais. J'arrive tout juste chez moi. Bonsoir à tous. Une arbitre basket. Exactement. Est-ce qu'on vit l'arbitrage comme on voit à la télé avec les garçons, ou est-ce que c'est plus dur d'être une arbitre? On dit arbitre d'ailleurs, on dit pas arbitresse. Ouais. Non, on dit arbitresse. On dit arbitre, exactement. Non, c'est arbitre aussi. Il y a pas de féminin pour les arbitres féminins. Alors c'est différent, c'est parfois plus dur parce que on a quand même un peu de misogynie. On va pas surtout quand on arbitre des hommes. Moi, c'était le cas. J'arbitrais aussi bien les hommes que les femmes, et ça pouvait parfois être dur quand les matchs étaient un peu tendus. J'avoue que ça pouvait être difficile. Le rapport avec les joueurs pouvait être compliqué, et même avec l'autre arbitre en général, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres féminins. Donc dans le basket, enfin en tout cas au niveau département, et ça pouvait être difficile même avec le collègue masculin. Après, il y avait quand même aussi un certain respect. Il y avait les deux. Il y avait parfois c'était dur et un certain mépris, et il y avait aussi, je pense, plus de respect envers les arbitres féminins quand même qu'envers les arbitres masculins, et je pense que les joueurs osaient moins. Respect, ou ils avaient la trouille? C'est pas les mêmes insultes. Alors, non, plus respect, parce que la trouille, non, parce que je pense que ils réagissent et ils n'ont pas la peur de la sanction, même si on les menace. On les avertit effectivement que leur comportement. On les menace. Menace, c'est fort. Non, on les avertit, pardon. Ouais, exactement. Non, c'est pas une menace, c'est un avertissement, et gentiment, effectivement. Moi, j'essayais vraiment d'être très pédagogue avant de sévir, et vraiment beaucoup d'avertir avant de mettre la sanction d'une faute technique, ou ce qui était en général la faute la plus distribuée, effectivement, pour sanctionner une attitude inappropriée, quoi. Bruno, tu voulais dire? Oui, alors j'avais quelques petits problèmes de connexion, mais tout va bien maintenant. Catherine, salut. Bonsoir. Je rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Bruno Derrien, qui est quand même fondamental, et c'est vrai qu'on a un petit peu oublié, nous, les vieux journalistes, c'est que tout part quand même. Ça, il faut qu'on ait un immense respect pour tous ceux qui font l'arbitre. On en a plaisanté évidemment au début de retransmission, mais déjà un immense respect pour ce que vous faites, et surtout qu'il faudrait à tous les enfants, je parlais des moins de 6 ans, des moins de 7 ans, leur apprendre à tous que la première chose en sport, c'est de respecter l'arbitre, qu'ils prennent une bonne décision, une mauvaise décision, qu'ils soient d'accord, pas d'accord. On respecte la personne de l'arbitre et ce rôle de l'arbitre. Et ça, c'est fondamental. Et c'est à nous, les journalistes, parce qu'on a aussi quand même un rôle, on va dire, éducatif ou de culture. Mais on respecte cette personne. Et c'est fondamental. Là, je parle à tous les parents qui peuvent écouter ce soir. Les enfants sont peut-être couchés. Mais apprenez ça à vos enfants. La première chose, on respecte l'arbitre, quelle que soit la décision qu'il ait prise. Merci, c'était ma petite phrase. Attends, Catherine veut rajouter quelque chose. Arrête de bouger ton fil, Catherine. Arrête de bouger ton fil. C'est pas Catherine, il y a Bruno. C'est pas moi. Alors, moi, je vais ajouter aussi, au-delà des parents, les coachs.
Parce que moi, j'avais souvent aussi des problèmes avec les coachs et Bah oui. qui donc n'éduquaient pas leurs joueurs ou leurs joueuses. Donc c'était là aussi d'où venait la difficulté. C'est que les coachs déjà montraient le mauvais exemple et n'allaient pas forcément calmer leurs joueurs et leurs joueuses. Donc c'est aussi voilà, aux coachs de faire le boulot également, de On en respecter. parlait tout à l'heure, il y a des tas de choses qui ont été faites. Il y a des séances d'éducation, il y a on voit des films à la télé pour dire qu'il faut respecter. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de sanctionner ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'arbitre soit respecté quoi qu'il arrive, point? Moi, je pense qu'il faut que les joueurs et les joueuses connaissent les règles déjà. Alors, je parle à mon niveau, hein, mais parfois, c'est une méconnaissance des règles qui fait qu'ils réagissent vraiment de manière sincère parce qu'ils ne comprennent pas la faute qu'ils ont fait, et voilà. Et donc, donc je pense qu'avec une bonne connaissance des règles, déjà, ça aide. Donc, il faut Déjà. reformer tous les joueurs, quoi. Voilà, donc c'est pareil lors des entraînements, que les coachs et tout. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être plus de pédagogie à avoir avec faire venir des arbitres parfois sur les entraînements, expliquer, revoir les règles. Voilà, parce que nous, on essaie d'expliquer parfois ou de dire, ouais, d'avoir un dialogue quand même avec les joueurs. Parfois, c'est important. Moi, je dis, je n'ai jamais refusé le dialogue, sauf si évidemment, il y a un moment, on sanctionnait parce que l'attitude était inappropriée. Mais sinon, voilà, c'est le dialogue et d'expliquer. Et, voilà. Et quand on se trompe, de le dire si on estime qu'on s'est trompé. Mais ça arrive. Il faut l'accepter aussi. Il faut accepter. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on n'accepte pas que l'arbitre se trompe. Mais l'arbitre est un humain. Donc, il peut se tromper. Comme les joueurs font des mauvais matchs. Voilà. Bon, quand même, on lui donne beaucoup de moyens, Catherine, que ce soit dans le rugby chez Florian ou dans le foot chez Bruno. Dernière petite question peut-être pour Bruno de ma part, sans vouloir vous déranger. Mesdames, messieurs, Bruno, un arbitre qui met un carton rouge, un entraîneur qui s'énerve contre sa bouteille d'eau, c'est logique? Alors oui, ça t'a réveillé ça? Non, mais oui, tu fais référence à l'entraîneur lillois. Ben oui, Bruno Genesio. Alors, c'est pas ça. Il a pris un carton jaune pour avoir frappé dans une bouteille d'eau qui a pris la direction du délégué du match. Et suite au fait qu'il prenne un carton jaune, il a mal réagi. Bon, il a qualifié les arbitres de zéro, de bon à rien. C'est par ces propos-là qu'il a pris donc un carton rouge. Donc, alors, la vraie question, est-ce qu'il méritait un carton jaune? Parce que là aussi, on peut comprendre des gestes de frustration d'entraîneurs ou de joueurs qui, dans le feu de l'action, comme ça, sont mécontents parce qu'un des joueurs a raté une action toute faite devant le but. Ça fait partie de la psychologie de l'arbitre, de comprendre ça. Vous l'auriez mis le carton parce qu'il est en colère, parce que voilà, son joueur a raté une action. Est-ce que même si la bouteille d'eau peut prendre la direction du quatrième arbitre ou du délégué, je pense qu'on peut suffisamment avoir de recul pour comprendre cette réaction un peu de frustration. Oui. Il faut faire la différence entre une frustration qu'on peut accepter d'un joueur ou d'un entraîneur et vraiment des propos inconvenants ou des contestations véhémentes qui ne sont pas acceptables. Et ça revient tout à l'heure à la question qui m'était posée sur la personnalité des arbitres. Tu vois, on doit pouvoir s'affranchir des fois de certaines consignes et se dire on peut gérer cette action d'une manière différente en allant le voir, en tenant des propos apaisants, en essayant de calmer les choses, sans sortir le carton. Moi, ça m'a toujours été ma philosophie lorsque j'arbitrais. Parce que pour moi, sortir un carton, c'était pas en soi une jouissance, si j'ose dire. J'ai un souvenir d'un match. Il y avait des joueurs, vous savez, en Ligue 1, qui étaient très connus pour être des joueurs de tempérament. Tu les as connus, Pac, tu l'as commenté. Et j'en ai connu plusieurs. Je me souviens d'un joueur qui jouait à Nice, qui avait joué à Marseille, à Bastia et à Lens, qui s'appelait Cyril Roll. Ah bah, non mais c'est trop facile. Ouais, okay. Bon, mais Cyril Roll, je me souviens d'un match. Bruno, je te coupe 2 secondes. Depuis Nice-Sedan, en Coupe de la Ligue, 8e de finale de Coupe de la Ligue, je m'en souviens bien. Et connaissant le tempérament et le caractère de Cyril Roll, les Sedanais ont tout fait pour qu'il sorte de son match pour le faire déraper, pour que Nice se retrouve à 10. Ça, c'est des stratégies qui étaient élaborées aussi des fois par les équipes adverses. Et donc, c'était à nous, arbitres aussi, de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et j'ai institué tout le long du match
une communication, un dialogue avec ce joueur, en trouvant les mots, en le calmant, en lui disant ne rentrez pas dans leur jeu, restez maître de vous, ne répondez pas à la provocation, vous êtes en forme ce soir, ou quand il faisait un beau geste. Et en fin de compte, et je disais aux autres, je suis dupe de rien, je sais ce que vous voulez, je ne rentrerai pas dans votre jeu. OK ? Donc que tout le monde garde ses nerfs. Et au final, Cyril Roll a fini le match, tout s'est bien passé. Et à la fin du match, alors que je ne demandais rien et je ne suis pas sélectionneur, Cyril Roll a enlevé son maillot et il me l'a offert dans le rond central. Il me dit « Grâce à vous, j'ai fini le match ce soir. » Ben, ça, c'est un bon souvenir de Macarda. Et c'est là qu'il a pris un carton jaune parce qu'il a retiré le maillot. Oui, Fabrice. Non, c'est parce qu'il nous reste. Terminé, c'était après le coup de sifflet. Il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission de ce soir. Florian, tu as voulu interrompre Bruno, tu voulais lui rappeler quoi? Depuis le début que Bruno a commencé à raconter l'anecdote, j'ai pensé immédiatement à ce joueur. Et on arrive directement à ce joueur. On pourra tu nous menaces avec ta bouteille d'eau, en fait. Non, je m'entraîne. Tu vas prendre un carton, Florian. Ouais, c'est ça. Il y avait Jeune Champ à l'époque, il y avait quelques-uns quand même, c'était pas non plus des enfants de cœur. Garde-croix. Le message pour messieurs et dames, c'est quoi qu'il arrive, c'est respecter l'arbitre. Quoi qu'il arrive, c'est ça la phrase qu'il faut garder, c'est respecter l'arbitre. Vous savez, grâce à mon entreprise, moi, je vais faire un peu la promotion de mon entreprise, grâce à La Poste, qui est partenaire des arbitres. Il y a les journées d'arbitrage. Je crois que c'est pour ça qu'on est réunis ce soir. Mais bien sûr. Eh bien, on met au moins une fois par an à l'honneur les arbitres lors d'un week-end, que ce soit pour les matchs de foot, de basket, de hand et de rugby. Parce qu'il y avait un slogan d'un ancien partenaire des arbitres qui disait « Nous n'avons pas le même maillot, mais nous avons la même passion. » Ils ont la même passion. Les trois arbitres sont au point là-dessus, hein, si on est d'accord. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait d'autres actions dans l'année pour l'arbitrage, pour le mettre en avant ou dans les écoles tous les week-ends. Tous les week-ends. Ah oui, carrément. Il y a une compétition d'arbitres ou pas? Concernant le football, non. Vous ne jouez pas entre vous, vous ne jouez pas au tennis, paddle et autres ensemble, vous ne faites pas des week-ends compètes, non, il n'y a pas. Non, je crois que tu parles de compétition, Fabrice. Vous n'avez pas les mêmes physiques, c'est ça les problèmes, non? C'est ça, vous n'avez pas les mêmes sports, vous êtes endurant. On n'a pas les mêmes sports. C'est ça, c'est trop compliqué. Non, mais Fabrice, quand tu parles de compétition, je peux me permettre, des compétitions, ils l'ont déjà, parce qu'un derrière ou autre. Non, mais tout ce qu'ils voulaient, c'était arbitrer une finale de Coupe du Monde ou de Ligue des Champions. Donc, tu as une compétition entre eux. Ils n'ont pas la peine d'aller se défier au tennis comme Bruno Coaz et moi, à Suzanne Langlaine en finale, quoi. Tu vois, des journalistes. Il y a un classement des arbitres à la fin de la saison au foot. Donc, forcément, comme les équipes, tout le monde veut être premier, personne ne veut être dernier pour ne pas être rétrogradé. Voilà, donc, déjà. Voilà, déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du coup, à tous, là, par rapport au prochain match que vous allez regarder? Parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y avait des chauvins devant la télé. Alors, donc, on suit Brest pour Bruno. Brest joue contre Nantes samedi à 19h. Donc, j'invite tous les supporters brestois qui vivent à Paris à se retrouver au Tonnerre de Brest, qui est un peuple très sympa près de Montparnasse. La pinte n'est pas très chère. Et l'ambiance est bonne. Et l'ambiance n'est pas chaude du tout. Nantes 1-0. L'ambiance n'est pas chouette du tout. Florian, ce week-end prochain, c'est quoi? Tu arbitres ou tu vas regarder un match? Moi, j'arbitre demain soir. Oula, et c'est quoi demain soir le match? Je suis arbitre de touche sur Albi sur Rennes. Donc tu es plus pour l'un ou pour l'autre ou tu es neutre? Bah quand même, je suis neutre, heureusement. Je ne ferai pas de commentaire. Catherine, ce week-end, on regarde quoi à la télé? On regarde du basket, bien sûr. Paris Basket. Paris Basket. Derrière, évidemment, Paris Basket. Bon, prochain club de... profite. Oui, prochain club de NBA européen. Hein. Ouais. Merci tout le monde. Je vous rappelle que Radio Sport est partenaire média cette année des salons des sports et parasports. On aura des émissions qui vont également parler de tout ce qui se passe dans le sport. Hein. Venez nous voir. Vous pouvez vous trouver sur le site de Radio Sport les badges gratuits pour venir. Il y aura un petit pack, hein, Christophe. On va peut-être inviter un joueur qui panne que dalle. Tu sais, un joueur où on sait qu'il ne gagne pas. Tu connais pas un mec qui panne que dalle? Tu connais pas un que dalle comme Jérôme? Voilà, c'est bon. Il y avait une équipe, il y avait des gens, je crois qu'il y avait une équipe de télé qui avait gagné un micro d'or, qui avait suivi une équipe qui perdait tout le temps. C'était assez drôle. Non, mais ça peut être très drôle. Ouais. Il y aura d'autres émissions, on parlera tourisme, on parlera forcément de ce qui se passe dans les quelques mois. Il y a un truc qui est annoncé le 23 octobre, il me semble. Le Tour de France. Tour de France, on va parler. Et on ne parlera pas que du Tour de France masculin. Hein, il y a un deuxième tour. Il y a le Tour de France avec Zwift. Voilà, avec Zwift. Merci beaucoup, monsieur. Tout le monde se lève pour Danette.
Ouais, Ah alors, oui, le nouveau partenaire. Et alors, le problème, c'est que tu peux y aller maintenant, il faut faire prendre Zani. Parce que si tu commences les sponsors un par un, on n'est pas sorti de l'auberge. Dunlop, c'est FDJ, on s'en sort plus. Hein. Est-ce Merci que tu beaucoup. as Ferrari de Catherine Chevillon, elle est garée ou pas à Neuilly? J'ai pas compris. Ah, mais en tout Oui, cas, elle est elle est en garée, je warning. suis garée. Elle est en Je suis garée. warning. Tout D'ailleurs, va il y a bien, une je suis livreur qui arrivée. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu parler d'arbitrage. On fera les relais pour effectivement que tout le monde Ça a respecte coupé. l'arbitre, même s'il se trompe. Hein, il a le droit de se tromper, malheureusement. Il a le droit. Ce n'est qu'un humain. Et d'ailleurs, même la VAR se trompe des fois. Bonne soirée à tous. Merci d'être passés. Et À plus. à jeudi prochain. Au revoir. Au revoir et merci.